Eh ben, bonjour à tous et à toutes, merci beaucoup d'être là. Je suis super heureux de vous retrouver. Je m'appelle donc Martin Baudrero. Moi, j'ai que mon nom, c'est cool. Voilà, j'ai pas mon visage. Merci à nos intervenants pour faire ça. D'abord, je voulais vous remercier d'avoir répondu si vite à cette proposition de rencontre ce soir. Une rencontre qui vous concerne, vous êtes là, vous êtes 120, vous êtes nombreux et nombreux, vraiment je suis super content de vous avoir. Elle concerne aussi celles et ceux qui sont dans le forum de la Gaîté Lyrique. Il y a plusieurs personnes, en fait il n'y avait plus de place, du coup on leur a dit on va faire une fan zone, un peu comme pour la Coupe du Monde, et du coup on va vous avoir, et c'est un plaisir. Et elle concerne aussi celles et ceux qui seront via l'ordinateur, via en stream. Voilà, ça va démarrer dans quelques instants. On va retrouver en streaming cette soirée et passer du temps avec vous, mais aussi avec celles et ceux qui nous suivent en streaming. Est-ce qu'on peut me confirmer qu'on a bien d'ailleurs lancé le streaming? Je vois un pouce qui est là-haut et ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Il y a toute une équipe autour de ça. J'en profite maintenant qu'on lance ce streaming. Il y a Thibaut qui s'occupe du stream, il y a Caro qui est là, il y a Daphné. Il y a pas mal de gens de Street Press autour de vous. Et si après vous avez envie de discuter avec elle et eux pendant le petit moment après, n'hésitez pas et ce sera avec plaisir. Bon, on va ouvrir le stream avec ce visuel de la soirée qu'on a fait. Bonjour à toutes et tous, je vous dis bonjour à vous, je dis bien sûr bonjour à celles et ceux qui sont avec nous en streaming. J'espère que vous allez bien, que vous soyez là, ici ou tranquillement posé avec peut-être du popcorn devant votre ordinateur, ça peut être sympa. Je vous rappelle ce projet, pourquoi on fait des streams? C'est la bataille des municipales de Street Press, vous êtes au bon endroit. Ce projet bataille des municipales, qu'est-ce que c'est? Il est là-haut, vous voyez que ce petit logo rond, un peu joli. Bien sûr, vous le savez, mi-mars, le 15 et le 22 mars arrivent les municipales pour un nouveau mandat dans toutes les villes de France. Et nous, on ne voulait pas rester assis à regarder ça, vous allez voir. On s'est lancé avec Street Press et avec nos partenaires. Il y a pas mal de partenaires, il y a des assos, il y a le collectif Terre de Lutte qui est notamment présent aujourd'hui, il y a Greenpeace, dont il y aura une table de Greenpeace qui sera dans le forum tout à l'heure. Il y a pas mal d'assos comme ça qu'on salue. Il y a aussi des assos d'éducation populaire comme les Franca et tout. Il y a des médias comme Basta, comme Splan, comme Vert qui se mobilisent avec nous. L'idée, c'est de mener la bataille culturelle pour ne pas juste regarder l'offensive que pourrait porter l'extrême droite. Pour ça, on a créé une carte interactive des municipales. Vous verrez si votre ville peut ou pas basculer à l'extrême droite. On a fait un Nutri-Score, vous savez, comme celui qu'on met sur les bouteilles d'eau ou les trucs comme ça. Si c'est en E, ce n'est pas une bonne nouvelle. Vous l'avez deviné. Si c'est en A, vous habitez à Paris, globalement. Voilà, c'est assez facile. Ou en Bretagne, effectivement. Oui, on la voit pas mal. C'est vrai que vous pouvez déjà la voir pas mal derrière moi. Et dans l'Ouest, c'est plutôt pas mal. On va aussi former près de 300 journalistes cette année, au moins jusqu'en 2027. Une formation pour mieux enquêter sur l'extrême droite. Ça démarre début février. On a déjà sélectionné une première promo. Et ça va être incroyable, vraiment. J'ai hâte de les rencontrer. Et ces formations en direct et en streaming pour mieux comprendre et pour agir. Il y a déjà eu plusieurs épisodes, ils sont tous disponibles sur la chaîne YouTube de Street Press, ça s'appelle Le Club, c'est la seconde chaîne YouTube de Street Press, je vais vous la montrer, elle est ici. Et elle est toute jolie, il y a ma tête, voilà. La dernière fois c'était avec Sarah Durieux qui nous a expliqué comment convaincre ses proches de ne pas voter RN. Elle a donné des trucs assez concrets. Noël arrivé, vous savez, on avait ce petit moment avec son tonton, etc. C'était bien d'avoir de se muscler un petit peu. N'hésitez pas, vous pouvez aller les voir, toutes ces choses, et elles vous suivent, etc. D'autres sujets que je voulais évoquer avant de se lancer dans cette journée, c'est ça. Gagnons la bataille culturelle contre l'extrême droite, ça s'affiche au-dessus de moi. Notre campagne de dons, elle s'est terminée juste là, mercredi dernier. Et grâce à vous, on est arrivé à 9233 personnes qui soutiennent Street Press mensuellement. Ça compte même pas tous celles et ceux qui ont donné une fois, quoi. Et déjà, merci à eux. Un énorme merci pour ça, c'est vraiment un soutien de dingue. Et ça nous donne énormément de force. Et on est super contents, ça nous permet de financer bien sûr ces formations. On va aussi, en 2026, enquêter. Vous l'avez vu, là, on vient de sortir une grosse enquête sur un bataillon néo-nazi en Ukraine. Ils ont l'air hyper sympas. Allez voir ça. Réaliser des documentaires, former des journalistes, je l'ai dit. On va aussi sortir un livre. Daphné Deschamps est dans la salle qui travaille là-dessus. Et on va en parler, un livre sur les groupuscules d'extrême droite. Et on va faire une tournée partout en France, en tout cas dans plein d'endroits, notamment dans des territoires où l'extrême droite est forte. On a prévu d'aller à Perpignan, par exemple, etc., dans des endroits comme ça, pour soutenir celles et ceux qui se mobilisent. Voilà un peu. Pour toutes ces infos, vous avez tout ça, bien sûr, sur Internet. Et oui, la campagne de dons est terminée. Ok, mais en fait le don c'est toute l'année, donc n'hésitez pas, vous pouvez y aller 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous allez sur le site internet. Allez, je me tourne maintenant, si ça vous va, vers le sujet du soir, vous êtes ok? C'est bon pour vous?
Ouais. Ils sont très sages, c'est très bien. Aujourd'hui, donc, on continue ce second cycle des formations de Street Press. 3 épisodes pour se demander comment agir ou comment réagir sur des territoires qui sont dominés par le RN. Ce soir, si vous êtes en streaming, vous le voyez avec nous dans cette salle. Il y a du monde, on est en public, c'est la première fois qu'on le fait en public avec nos invités. Est-ce que vous pouvez faire un peu de bruit pour les gens qui sont en streaming? Vous tapez dans vos mains, c'est top. Ouais. Ça fait hyper plaisir. Voilà, donc je suis super content d'être là avec vous et de vous avoir. Il y a plein de choses. Je rappelle qu'on va prendre à plusieurs moments des questions dans la salle. Il y a aussi le chat qui est lancé là. Toutes celles et ceux, si vous nous suivez là actuellement dans le chat, vous pouvez poser vos questions et moi je vais essayer de les relayer régulièrement. Il y a aussi des gens pour prendre vos questions. Est-ce que Caro est par là? Caro qui lève la main derrière vous, voilà, n'hésitez pas. Levez la main pendant... Attendez pas que je vous dise est-ce que vous avez des questions. Levez la main vers elle, elle sera par là et elle va vous se préparer et dire ok, lui ou elle devant, lui ou elle derrière, il a envie, elle a envie et je reviendrai vers elle au moment des questions. Donc n'hésitez pas. On va essayer de faire le max et d'avoir un maximum de questions. Enfin, j'arrive sur scène, vous avez vu, normalement les formations Street Press, c'est moi en streaming depuis chez moi, depuis mon bureau, voilà, dans l'Hérault pour vous dire, tout vous dire. Et je suis seul avec un invité. Mardi, par exemple, j'étais avec Raphaël Arnaud, député LFI du Vaucluse. L'épisode arrive lundi sur la chaîne YouTube. Et là, j'ai démultiplié les invités, non pas 1, 2, mais 4 invités pour partager avec nous. Et je vais vous les présenter rapidement. Je commence par toi, Marine Tondelet. Bonsoir, je te laisse prendre le micro qui est là. Ah, c'est moi qui me présente. Ouais, non, je vais te présenter, il n'y a pas de problème. Mais je dois prendre le micro pour réagir dire éventuellement. Bonsoir, c'est bien. Eh ben, bonsoir tout le monde est ravi d'être là aussi. Merci d'être là, secrétaire nationale des écologistes, bien sûr, candidate à l'élection présidentielle, je pense qu'on peut le dire. Et surtout, ce qui nous intéresse particulièrement ce soir, conseillère municipale d'Hénin-Beaumont, conseillère régionale aussi des Hauts-de-France. Précise toujours dans l'opposition. Dans l'opposition, oui, et ouais, important. Je précise, pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est une ville où tu es né, tu as grandi. Et du coup, depuis 2014, elle est dirigée par le Rassemblement national et un maire nommé Steve Briouat. Je vais saluer Pierre aussi. Bonjour Pierre, tu as un micro juste devant toi. Et pendant que tu fais ce micro, je vais montrer ce magnifique média que tu crées qui s'appelle Calais la Sociale. Vas-y, normalement il est ouvert, tu peux tout à fait. Ouais. Voilà, c'est très bien fait par l'équipe de la Gaieté Lyrique. Normalement tout est fait, j'ai juste à parler. C'est top. Ils sont super et on les salue. Pierre Muis, je le dis bien? C'est ça. Voilà, Pierre, fondateur, directeur donc de ce média qui est derrière moi, Calais la Sociale, reportage d'action solidaire et sociale, un média bénévole indépendant. Vous couvrez les sujets sociaux, en particulier à Calais et plus largement dans les Hauts-de-France, c'est bon? Oui, c'est ça, même surtout sur le littoral, mais quand c'est nécessaire, on peut aller dans le nord. Oui, un peu partout, il y a pas mal de choses et pas mal de choses différentes. Je vais saluer aussi Louise Billon. Bonjour Louise. Je te laisse prendre un des 2 micros qui sont face à vous. Il y a un micro pour 2 personnes. Pour 3, il faut un peu... Ok, on va se débrouiller. Bonjour, puis merci pour l'invitation, ravi d'être là. Voilà, autrice de ce documentaire des Nains Beaumont, chronique d'une résistance théâtrale. Ça tombe bien, la résistance du théâtre des Nains Beaumont, qui s'appelle L'Escapade. L'Escapade, oui, qui était jusqu'à janvier dernier, donc janvier 2025, qui s'appelait le Centre culturel de l'Escapade, qui était un centre culturel associatif et qui maintenant est le théâtre de l'Escapade. Ils ont enlevé le culturel pour le remplacer par du théâtre seul, mais parce qu'il y avait plein de choses avant. Et donc maintenant, qui est un théâtre municipal, donc de la mairie. Avant, c'était un centre culturel associatif. Voilà, il y avait une association qui gérait ce théâtre, et maintenant c'est directement la municipalité qui l'a repris en main, on peut le dire, de manière assez autoritaire. On va en parler. Enfin, je termine par accueillir Joël Dumonjou. Bonjour Joël. Bonsoir. Je veux dire bonjour aujourd'hui, mais c'est bonsoir, il est tard. Je suis content de vous avoir. Militant, particulier dans la Meuse, où tu as vécu bien longtemps. Oui, les 8 dernières années. Voilà, membre de Terre de Lutte qui accompagne des collectifs mobilisés partout en France. Alors au départ plutôt contre les grands travaux inutiles, les sujets écologistes, les bassines notamment qu'on a vu dans les Deux-Sèvres, etc. Et en ce moment pas mal avec des sollicitations, si j'ai bien compris, de collectifs qui vous disent nous on veut se mobiliser aussi contre l'extrême droite, ce qui n'est pas d'ailleurs impossible de faire les deux. Oui, c'est passé de la question des luttes locales à la question des territoires, puisque les luttes sont ancrées dans un territoire et les préoccupations dans ces territoires forcément vont aussi en ce moment à la rencontre du vote de l'extrême droite. Voilà, je montre le site internet qui est là, n'hésitez pas à aller le voir, il y a pas mal d'informations, il est hyper intéressant et le gros travail que fait Terre de Lutte, qui est un des partenaires de ce projet des batailles municipales, et on les remercie pour ça.
Allez, je vais attaquer un peu le sujet. On va plonger dans cette carte. Elle est là, je peux même la zoomer, la dézoomer. Et au centre, en E, vous le voyez, c'est bien sûr Hénin-Beaumont, hein, qui est classé E. E, ça veut dire ma ville est déjà dirigée par l'extrême droite. Et malheureusement, pour ce classement qui a été fait, je dis ça, c'est pas nous qui avons décidé de dire voilà, c'est E, c'est B, etc. C'est un travail que mène un sociologue qui s'appelle Alessio Motta avec le collectif mobilisé.org. Et ils ont repris tous les chiffres, ils ont repris pas mal d'informations. Ils l'actualisent aussi au fur et à mesure des candidatures, notamment si elles sont sans étiquette et qu'elles basculent, etc. Et le but, c'est vraiment de vous donner toutes ces informations. On voit que cette zone du Nord, même s'il y a du A là, du côté de Lille, etc. et tout, est particulièrement rouge, particulièrement orange, c'est le D, particulièrement jaune, c'est le C. Peut-être je vais commencer. L'autre truc vert, c'est Arras. C'est Arras, ouais. L'enclave parisienne du Pas-de-Calais. C'est possible. Marine, justement, pour commencer, je voulais réagir là-dessus. On voit cette carte qui est quand même très colorée en rouge et en orange. On est à 1 mois et demi des municipales. C'est quoi l'ambiance sur le terrain à Hénin, d'abord, peut-être pour commencer, puisque c'est là où toi, tu es conseillère municipale d'opposition. Je viens de recevoir le dernier tract de mon maire il y a 10 minutes dans la loge de la Gaîté Lyrique qui caricature donc moi, Inès Taouri qui est la tête de liste cette fois-ci, le collègue communiste, et qui nous qualifie de liste macrono-islamo-gauchiste. Et là, vous voyez que quand même, je pense qu'il a pris tous les mots et que les gens détestent en disant je vais tous les mettre au même endroit. Donc super ambiance évidemment. Peut-être préciser quand même quand vous voyez en fait toute cette traînée rouge et de villes mal barrées, ça a un nom, ça s'appelle le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Donc c'est plus de 120 km de long. Ça commence vers Béthune et ça va jusqu'à la frontière belge, Valenciennes, etc. Et donc c'est l'ancien bassin minier du Pas-de-Calais, enfin, du Pas-de-Calais et du Nord, c'est 100 000 km de galeries sous nos pieds. Et donc c'est un bassin minier qui dans les années 70 a commencé à aller très très mal. Le dernier puits de mine chez moi ferme en 1990, donc ça paraît loin, mais bon moi je m'en rappelle, enfin, c'est quand même pas certains étaient nés dans cette salle. Quand on fait la Sainte Barbe, sainte patronne des mineurs qui protégeait les mineurs, etc., il y a encore d'anciens mineurs, c'est une mémoire très vivante. Et donc, il y a eu la fermeture de mines, mais aussi la désindustrialisation. Donc, moi, par exemple, j'habite à côté de Métal Europe, il y a aussi beaucoup de documentaires là-dessus, où du jour au lendemain, les gens arrivent, il n'y a plus les machines, 800 salariés sur le carreau. Donc, beaucoup de lutte sociale et une désindustrialisation massive. Et puis, à Hénin-Beaumont, en sus, on se retrouve avec un maire qui finit en prison avec 18 chefs d'inculpation. 18 chefs d'inculpation, donc un record. Et donc c'est sûr que Marine Le Pen, elle rôdait un peu, mais elle était un peu à Béthune, un peu à Lens. Et puis Steve Briouat, qui est jeune militant à l'époque à Hénin-Beaumont avec des méthodes de voyou, il avait un truc hyper hype à l'époque. Aujourd'hui, c'est une page Facebook. À l'époque, c'était un photocopieur. Voilà. Il avait un blog aussi où il publiait. Et il avait le seul photocopieur d'Hénin-Beaumont. Et donc, dès qu'il y avait une voiture brûlée, je pense pas qu'il devait tourner pour imprimer, j'exagère, mais il faisait ça et donc il disait scandale, encore à cause de la gauche. Et donc voilà, il a fait son trou comme ça et il demande à Marine Le Pen de venir avec lui se présenter à Hénin. Donc vous voyez, elle fait comme un vautour. Quand je dis ça, il y a toujours des naturalistes qui me disent que c'est diffamatoire pour les vautours, qui est une espèce très utile à la biodiversité. Donc désolé pour les vautours, mais vous voyez l'image. Et donc elle rôde dans le bassin minier en disant là ça va tomber et elle arrive à Hénin. Donc c'est une ambiance difficile parce qu'ils ont gagné la ville, non pas en 2009 quand le mec est allé en prison. Mais en 2014, après un mandat de 5 ans où en fait les pauvres qui ont gagné en 2009, c'était une élection partielle, ils gagnent de justesse. Et vous voyez bien, à l'époque les impôts ils augmentent de 85% par décision préfectorale. Il n'y a plus de papier dans les photocopieurs, il n'y a plus de fleurs dans les bacs à fleurs, il n'y a plus rien, c'est du sang, de la sueur et des larmes pendant 4 ans. Et en 2014, quand ils gagnent la ville, la Chambre régionale des comptes vient de faire un rapport pour dire quoi qu'il arrive au municipal, le nouveau maire pourra baisser les impôts. Et donc eux, ils gagnent, heureusement pour eux qu'ils n'ont pas gagné en 2009, mais ils gagnent en 2014 sur cette colère des gens qui disent attendez, on paye les impôts plus qu'avant, il y a plus de spectacles, il se passe plus rien. Et donc quand ils ont gagné en 2014, eux ils ont pu redépenser, plus baisser les impôts. Donc ils ont fait des concerts gratuits de Jennifer. On remerciera jamais d'ailleurs tous ces artistes qui sont venus jouer pour montrer que le bilan du maire était super. Ils ont pu faire les trois villes fleuries 3 étoiles là et tout ça. Donc les gens disaient alors là maintenant les impôts baissent et c'est mieux. Donc vous voyez il y a un truc qui est très difficile à combattre. Donc c'est ça l'ambiance dans laquelle on fait campagne, qui est pas simple, avec beaucoup d'agressivité, un muselage des réseaux sociaux, enfin c'est très agressif. Et du coup là l'ambiance c'est qu'on lance la campagne donc pour 2026 avec un collectif qu'on avait créé en 2020 qui s'est un peu élargi et tant mieux, et une forte détermination. Il y a quand même des gens qui se laissent pas faire dans ces villes. Alors il y a des militants politiques, il y a des militants syndicaux, et puis il y a quand même aussi beaucoup d'habitants qui disent non mais même peut-être des habitants qui ont voté pour eux à l'époque mais là qui disent maintenant ça suffit. Voilà.
ça l'ambiance. D'accord, merci pour ce résumé qui est revenu au tout début. Je monte derrière C'est toi. quand même très spécifique comme histoire, donc j'aime toujours raconter d'où ça vient, Voilà. pourquoi cette ville en particulier, mais vous voyez qu'après ça s'aimait. Le livre que, donc Nouvelle du Front, qui a écrit Marine, c'était en 2017 déjà. Et du coup, ce livre-là, il y a un autre livre. Alors la version poche coûte beaucoup moins cher et on en a ramené pour ceux qui veulent. N'hésitez pas, ça se passera juste après. Pierre, je me tourne vers toi. On est cette fois un peu plus au nord-ouest, je fais pas d'erreur. Calais. C'est quoi l'ambiance là à Calais maintenant? On sait bien sûr, notamment dans cette salle, notamment celles et ceux qui suivent Street Press, connaissent le combat qui est en ce moment autour des questions migratoires à Calais, de la politique, ce qu'on appelle des fois les associatifs l'accueil de merde de l'État, je vais le dire comme ça. Comment ça va là, à un mois et demi de ces municipales? Super. Non, donc nous, on n'est pas des partis politiques, donc on ne fait pas campagne pour un candidat. Donc comment ça se passe? C'est compliqué parce qu'en fait, il y a à la fois on a un contexte qui continue, donc des usines qui ferment. Nous, on existe depuis 2022. Il y a 6 usines qui ont fermé. C'est plus de 1000 suppressions de postes, donc 1000 familles dont... Donc en 3 ans, ça va hyper vite. Ouais, ça va vite. Il y a eu tous les 6 mois. Très rapidement, ça fait Syntexim qui fabriquait des principes actifs du Doliprane dont on avait besoin. Enfin, on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'être un peu indépendant sur certains produits. On l'a fermé quand même. Il y a eu Catensis, donc c'est des plans sociaux pour Catensis. C'était de la fabrication de courroies pour véhicules. Ensuite, il y a eu Prysmian Draca, etc. Mécano, etc. Et donc, c'est 1000 postes qui sont supprimés d'un coup. À côté, on a une autre réalité qui est la réalité de la crise d'accueil. Et où, là, je ne saurais pas dire en combien de temps, mais en gros, l'année dernière, il y a eu 41 morts. Enfin, 41 morts officiels, parce qu'on ne compte pas les disparus. Mais ce qui est marquant, c'est qu'il n'y a pas besoin que l'extrême droite soit au pouvoir. Là, on est au-delà de l'échelon municipal, on est à l'échelon presque européen, parce qu'il y a un arrangement avec l'Angleterre. Et c'est une politique qui a été à de très nombreuses reprises condamnée par la justice administrative, etc., pour son caractère inhumain. Ça vient oblitérer tout ce qui se parle à Calais. Quand on préparait cette soirée, tu disais qu'un des buts de Calais Social, c'est de redonner d'autres histoires que celles des questions migratoires. Oui, c'est ça, en fait. C'est que quand tu nous as invités pour dire on va parler de l'extrême droite, c'est quoi? Il faut déterminer, en fait, nous, qu'est-ce que c'est que l'extrême droite chez nous, parce qu'en fait, ou qu'est-ce que c'est pas, parce qu'en fait, là, chez nous, il n'y a pas besoin d'avoir un Steve Briouat, il n'y a pas besoin d'avoir une Marine Le Pen pour avoir des choses immondes et qui défigurent notre territoire. C'est des 4200 tonnes de rochers qui peuvent être déversés sur des carrés d'herbe pour empêcher les gens de planter leurs tentes. C'est 80 km de barbelés. En fait, c'est vraiment... C'est dystopique. Il y a vraiment un côté dystopique complètement. Je ne sais pas si c'est dystopique, parce qu'en fait c'est très rationnel. Ils ont vraiment des très bonnes raisons économiques et d'attractivité du territorial, on dit. L'attractivité territoriale de le faire, apparemment ça relance l'économie de se comporter ainsi. Et puis justement le tourisme permet de contrebalancer la crise industrielle, parce que comme on le sait, un travail de serveur dans un restaurant équivaut à un salaire dans l'industrie. Ouais. Louise, je me tourne vers toi avec ce documentaire des Nains Beaumonde. On revient à Hénin-Beaumont. Tu en parles dans ton documentaire, on voit la lutte assez récente de l'Escapade, qui était cette association qui occupait le théâtre des Nains Beaumont depuis 22 ans, qui s'en servait depuis longtemps, si ça je fais une erreur sur la date. Depuis même plus longtemps que ça, en réalité. C'était une MJC dans les années 70, et puis c'est devenu un centre culturel associatif. Voilà. Comment ça s'est manifesté concrètement, cette prise de contrôle, cette volonté de prise de contrôle d'un lieu culturel par la mairie RN? Ce qu'on voit dans le documentaire, je l'ai regardé hier soir, il y a un intervenant qui dit ça s'est pas fait immédiatement, on se demandait tous les jours à quelle sauce on allait être mangé. Alors déjà, juste pour préciser, je suis évidemment pas seul derrière ce documentaire. Je réalise aussi avec ma camarade Aurora Pio-Froissart. En gros, comment ça s'est passé? Ça fait déjà depuis un moment que, en fait, justement, cette question-là de savoir à quelle sauce on allait être mangé, les gens qui travaillaient à l'Escapade, qui jouaient à l'Escapade, qui fréquentaient l'Escapade, savaient
qu'à un moment ou à un autre, ça allait, en tout cas que cette histoire de ce centre culturel pouvait avoir une fin, parce que d'une manière ou d'une autre, un jour, la mairie allait vouloir essayer de récupérer le truc, parce qu'en 2008, par exemple, justement sur son blog, Steve Briouat, il parlait que ce que produit l'Escapade, c'est de la dope gauchiste. En tout cas, ça fait un moment qu'ils ont ça en ligne de mire. Et donc, quand le RN arrive, enfin le FN à l'époque arrive à la mairie en 2014, pour l'instant, à ce moment-là, il se passe pas grand-chose, mais en tout cas, il y a un peu une épée de Damoclès, quoi, à ce moment-là. Et puis, effectivement, c'est arrivé. En tout cas, cette menace s'est concrétisée il y a un an et demi, 2 ans, avec une nouvelle convention qui a été signée, avec l'annonce par le maire Steve Briouat de vouloir récupérer les locaux qu'occupait l'association. Et déjà, donc, l'annonce en tant que telle a été assez violente pour les gens qui travaillaient, qui fréquentaient l'Escapade. Mais c'est toute la suite, et c'est ce qu'on raconte dans notre film, c'est toute la suite de cet épisode politique là, qui s'est fait vraiment en quelques mois. Hein. Ça n'a pas duré très longtemps. La menace dure depuis plusieurs années, mais l'épisode en lui-même a vraiment duré quelques mois. La bataille a duré quelques mois aussi, on en parlera. Ça s'est fait vraiment de manière très violente, quoi. Ouais, on a l'impression, on voit dans le documentaire qu'il y a une forme de sidération au départ. On s'y attendait depuis longtemps et d'un coup, c'est là. Et ça tombe comme un coup près, un petit peu, c'est vécu comme ça. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que du coup, alors j'ai plus exactement les dates en tête, mais vers juin 2024, donc avant l'été, l'association apprend que il va y avoir un changement de convention, qu'une nouvelle convention est signée et que la mairie avec cette convention, en gros, entre la mairie et l'association, il sera possible pour la mairie, dans cette convention, de pouvoir récupérer le locaux un peu comme, peut-être pas forcément comme bon lui semble, mais en tout cas pouvoir récupérer les locaux beaucoup plus simplement et en faire vraiment, pouvoir y faire ses événements, etc. Ouais. En tout cas, donner beaucoup moins de liberté à l'association. À partir donc il y a une sidération qui se fait un peu en plus pendant l'été, quoi. Donc à partir de septembre, il y a une lutte qui commence à émerger. C'est ce qu'on a suivi dans le documentaire, mais la lutte avec un premier piquet de grève, c'est à la présentation de saison en septembre 2024. En janvier 2025, l'association a expulsé des locaux, donc ça dure vraiment très peu de temps. Effectivement, ça vient comme ça. Personne savait à quelle sauce justement ils allaient être mangés, et surtout personne ne savait vraiment ce qui allait se passer au final, comment, etc. Enfin, il y avait vraiment une absence totale de dialogue, une absence totale de volonté de négocier quoi que ce soit. C'était on récupère les lieux, merci, au revoir, quoi. Ouais. Joël, je viens à toi. Comme ça, on aura fait ce premier tour de parole de tous nos invités. Toi, t'es pas du Nord. Tu as notamment vécu, donc on le disait, dans la Meuse, et avec ce collectif Terre de Lutte, vous accompagnez des collectifs partout en France. Peut-être 2 questions. Comment ça résonne pour toi, notamment dans l'Est, où j'essaie de montrer un petit peu, je vais la montrer un petit peu plus, où vous êtes aussi concerné, notamment toi tu vivais à Commercy, aujourd'hui le député de Commercy, c'est un député RN, qui est notamment lié à la question nucléaire. Voilà, et c'est un gros sujet dans la région avec Bure, et bien sûr le projet d'enfouissement des déchets nucléaires CIGEO, vous irez voir ça, ça fait des années que cette lutte est en cours. Comment ça résonne, et peut-être vous, au collectif Terre de Lutte, comment vous le voyez se matérialiser, cette approche des municipales ? Déjà, ça résonne pour situer un petit peu, parce que quand je dis Meuse, généralement les gens ne savent pas du tout de quoi je parle. Du coup, je suis obligé de dire quelque part entre Nancy et Paris. Nancy, c'est le A là, voilà. Donc, on n'est pas le A, on est plutôt le D, dans le département d'à côté. Et ça résonne particulièrement parce qu'on est aussi un territoire désindustrialisé. On est tout le bassin de la Meuse, avec la fermeture au nord des Hauts-Fourneaux et dans tout le reste, tout le long du département, avec la fermeture progressive de toutes les industries familiales. Donc ça a laissé des marques très importantes sur le département. Et du coup, on est effectivement passé aux dernières législatives à 2 députés RN sur les 2 circonscriptions, avec des scores du RN qui sont particulièrement élevés. On est entre 50 et 60% sur la moyenne des communes de Meuse, en fait. Et là, au municipal, c'est... Alors, qui est moins en ce moment, mais globalement, c'est
comment ça s'annonce? C'est quoi l'ambiance dans justement, cette on a région? une petite actualité. Je ne sais pas si le point jaune peux essayer de là, le trouver. au-dessus, parce que notre député maire Maxime Amblard a annoncé qu'il se présentait à la mairie de Bar-le-Duc, donc le Jusqu'à chef-lieu. Saint-Dié, tu veux? À Bar-le-Duc, oui, on l'a vu. Je crois qu'il n'est pas en jaune, je crois qu'il est en D. Et donc, Même pas. c'est Il est un peu notre député parachuté de Dordogne qui est assez hyperactif. Et justement, je pense que c'est là une des caractéristiques de chez nous. C'est un de ces territoires où il n'y avait pas besoin jusqu'à récemment d'une incarnation de l'extrême droite, en fait. Ouais. Les visages de l'extrême droite, on n'en avait pas. Et on avait une extrême droite qui avait un vote élevé sans avoir besoin d'incarnation. Et donc là, c'est une nouveauté qu'on ait 2 députés et des visages d'extrême droite par chez nous. Et sinon, par rapport à la question sur Terre de lutte, je pense que c'est toute cette préoccupation là. Il y a un an, au moment des législatives, on a eu un peu violemment conscience. Nous, on se base sur le soutien aux collectifs en lutte sur les projets des projets d'aménagement du territoire. Dans tous ces territoires, la conscience, c'est quand même que toutes ces luttes sont ancrées dans des réalités territoriales, et ces réalités territoriales, c'est aussi dans des endroits déshérités, dans des endroits avec un fort sentiment de relégation, que ces projets sont souvent lancés. Et c'est aussi un discours, le discours de l'extrême droite, si on faisait la cartographie, va souvent épouser aussi la cartographie souvent des projets les plus gros et les plus nuisibles aux populations locales. Il y a vraiment Donc, un lien entre des très gros projets qui vont changer le territoire local. CIGEO, c'est vraiment ça, avec de l'argent qui est déversé, avec des batailles qui sont fortes, et une montée de l'extrême droite et une fixation. Je pense qu'un des marqueurs importants de la lutte contre les grands projets, c'est aussi le sentiment de déni de démocratie. Mais c'est spécifiquement aussi ce qui est très fort dans le vote d'extrême droite dans des endroits comme chez nous, en fait. Et donc, on a un peu des marqueurs communs. Et c'est là que c'est intéressant, parce qu'on essaye justement de déterminer, là, c'est le travail de Terre de lutte qu'on essaie de mener en ce moment avec une étude qu'on va lancer prochainement, pour essayer de voir à quel point ces marqueurs, on peut les rapprocher les uns des autres. On va en parler de cette étude, de cette auto-enquête, tu m'as dit, quand on préparait ça. Oui, bien sûr, Marie, je l'avais demandé justement. Je rebondis sur un truc parce que je tiens un podcast qui s'appelle Tenez bon, nous arrivons, où je reçois des experts, et j'ai enregistré ce matin, vous le savez en exclusivité parce que ça sortira dans 15 jours, Francis Brochet, qui est un journaliste du groupe EBRA, donc Dernières Nouvelles d'Alsace, toute la presse de l'Ouest. Ouais, c'est le Crédit Mutuel qui possède ça, et ça va de la presse de l'Ouest jusqu'au Dauphiné Libéré. C'est tout l'Ouest. Donc lui, en fait, il était correspondant à Paris pour le groupe EBRA, mais il est de Montbéliard, et il a écrit un livre là pour sa retraite qui s'appelle Quand le parisianisme écrase la France, où il raconte en fait, voilà, que moi, ce que je ressens depuis toute petite, qu'il y a des endroits où quand tu habites là, tu as la sensation que ta voix compte pas, et tu comprends assez rapidement que c'est pas qu'une sensation. Et lui, moi, quand je vais là-dessus, je me suis autant censurée en me disant, on va dire t'es populiste, t'es démagogue, t'es anti-élite, je sais pas quoi. Et le parisianisme, c'est pas être contre les Parisiens, c'est être contre le parisianisme. Et donc, il démontre bien dans son livre, par exemple, la redistribution inversée qui s'opère. On paye les impôts sur le revenu avec le même barème partout en France. Par exemple, le ministère de la Culture reverse en moyenne en politique culturelle 801 € par Parisien, 27 € par habitant du Doubs. Y compris le Louvre, par exemple, un contribuable d'Hénin-Beaumont finance le fonctionnement du Louvre, et finance aussi le fonctionnement d'ailleurs du Louvre-Lens, que les Parisiens ne financent pas du tout, puisque le Louvre-Lens, le fonctionnement pèse que sur la région Hauts-de-France. Donc vous voyez, un truc comme ça, et je peux vous le faire sur les politiques économiques. Une sorte d'aspirateur c'est un truc, et donc en fait, à un moment, il y a quand même aussi, je pense, un ras-le-bol dans ce pays, et ce que montre quand même ta carte, enfin, faut montrer, vous voyez, tout en vert. Paris c'est l'île de France. En voyage. Et donc en fait, je pense que il faut quand même avoir conscience du fait qu'il y a un ras-le-bol général dans le pays, d'avoir la sensation de ne pas être écouté, d'être même pillé en fait par ta redistribution, d'être laissé pour compte, les services publics qui ferment. Moi, chez moi, le grand truc qui cloue, le clou du spectacle, c'est la fermeture des guichets dans les gares. Alors soit c'est ouvert 2 heures, soit ça ouvre plus jamais. Je crois que c'est 60% de fermeture. Aussi, bien sûr, c'est tout quoi. Et à un moment, en fait, je pense que cette carte, elle montre quand même d'où vient le problème. Et parce que les gens en Ile-de-France, ils gagnent mieux leur vie, ils vont mieux, ils ont le service public, ils ont accès à la culture, à plein de trucs. Et il y a plein d'endroits dans la France où tu as senti qu'en fait, des territoires entiers qui... Je dis pas que c'est les gens qui lâchent l'affaire, mais c'est qu'ils sentent qu'on l'a lâché pour eux, quoi. Donc je vois quand même dans cette carte, je me fais la remarque depuis tout à l'heure, ce truc-là, et on regagnera pas aucun territoire, et peut-être même on perdra le pays, si on n'est pas capable de mettre au cœur de nos projets politiques ce sujet de l'équité territoriale. Voilà.
C'est dit. Non, c'est très clair là-dessus. On va passer un peu à des questions dans le public. Je vous laisse y réfléchir un tout petit peu. J'en ai une très bien là, du chat que je vois, comme ça va lancer notre discussion. Donc ça leur laisse le temps de s'y mettre, etc. Vous levez la main, bien sûr, n'hésitez pas. Il y a Caro qui est par là. Je vois déjà une main qui est levée là-bas. Et Caro arrive, elle est tout là-bas, elle va venir vous voir. Vous pouvez lever la main bien, comme ça. J'ai vu une main se lever là-bas et voilà, elle est ici. Si on peut apporter un micro, c'est top et n'hésitez pas. Je pose cette question-là et après je viens à votre question dans le public. C'est une question de couscous. J'aime bien les pseudos dans le chat, c'est toujours incroyable. Merci, ne changez pas vos pseudos, ils sont toujours trop bien. Il raconte il ou elle d'ailleurs raconte qu'il a grandi dans le Gard, dans un ancien bassin minier aussi. C'est les Cévennes en l'occurrence, je le dis, hein. Saint-Laurent-du-Minier, etc. et tout, je connais bien. Qui a aussi viré RN. Il a vu tout ce tissu hyper local créé par les communistes à l'époque être remplacé par le RN ces dernières décennies. Je crois que ça parle quand on est à Hénin-Beaumont ou autre. Pensez quoi de l'idée que c'est ce tissu que la gauche a abandonné, qui a été au bénéfice de l'extrême droite? C'est ce côté. Est-ce que c'est la gauche et peut-être qui a abandonné un peu ce fait de créer un maillage au quotidien, notamment dans ses politiques? Pierre, peut-être pour commencer. Nous, sur la question calaisienne, par exemple, sur la question des élections, tout simplement, en fait, la gauche est ressortie au mois de décembre. Ça faisait depuis les législatives qu'on les avait pas vues. Là, on sait qu'on va les voir et c'est bien, on a une activité jusque mars. On sait qu'il y aura des gens de gauche au marché, il y aura des gens de gauche qui vont taper à nos portes pour nous parler socialisme, communisme, écologie. Et c'est super. Hein, mais sur une période précise. En mars, on va se retrouver tout seul. Parce que ce sera fini. La partie de foot sera terminée, on risque de la perdre. Mais ils seront partis. Et en fait, le grand drame là-dedans, c'est pas que tout le monde rentre, c'est qu'en fait, ceux qui restent sur le terrain, c'est l'extrême droite. Et je ne suis pas en train de dire la gauche, on est des paresseux, etc. Hein, mais c'est une question de perspective et d'espoir. Et puis le travail est tellement vaste à faire en termes de remobilisation, de comprendre le territoire où on vit. Enfin, nous, on a créé ce média-là tout simplement déjà pour donner envie aux gens de continuer à tracter et pas seulement pour dire votez pour nous ou un tel c'est un salopard ou quoi que ce soit, mais juste de produire des articles pour dire voilà ce qui nous arrive et voilà une lecture un peu ouvrière de ce qui peut se passer. Un plan social, dire c'est pas juste 130 personnes qui sont dehors, ça, c'est dommage mais c'est la vie et puis ça continue. Non, de dire en fait ça existe parce qu'en fait malgré 600% de bénéfices, je prends l'exemple de la boîte de fibre optique, ils font en 2023 600% de bénéfices par rapport net après salaire, ils font 600% de bénéfices nets par rapport à l'année précédente et la direction de l'entreprise leur dit on ferme. On dit pourquoi? Il dit parce qu'en fait en 2027 ou 2028 ou peut-être 2029 ça ira moins bien. Ouais, des logiques qui sont complètement en dehors de leur capacité de contrôle. Donc ça, quand on a ces discours-là, donc c'est une chose, mais en fait, donc ces gens-là apprennent, donc qui se font virer en plus par SMS, mais et qui débarquent au moment qu'on apprend ça, c'est le RN. Et où sont les gens, que ce soit les Verts, le PS, le PC, les Insoumis, pour le coup. Et c'est pas une question de, comme je dis, c'est pas une attaque de dire c'est des partis qui sont défaillants, etc. Mais c'est une question de qu'est-ce qu'ils peuvent leur dire, quoi. Louise, dans le documentaire très vite après, parce que je vois une question là-bas et j'ai envie qu'elle puisse poser, il y a une dame qui dit, très bien d'ailleurs, une dame avec des lunettes là, qui est une militante, qui a l'air hyper intéressante, il dit, le RN, ils sont pas venus comme ça, ils ont fait le boulot. Elle dit ça pas mal. Elle dit, ils ont boité, ils étaient là, ils ont frappé à des portes. C'est ça cette idée, ils ont fait le boulot? Alors après, moi, pour le coup, sur Hénin-Beaumont spécifiquement, je ne pourrais pas parler dans. En tout cas, c'est ce qu'on te dit dans le documentaire. En tout cas, ce qu'on me dit, c'est ça. Et je pense que pour le coup, à Hénin-Beaumont, je pense c'est un peu un truc qu'on a pu observer dans pas mal de villes. C'est que une fois qu'il y a une force politique qui est installée depuis un certain nombre d'années, ils estiment que maintenant c'est bon et qu'il n'y a plus vraiment de travail à faire, que ce soit à Hénin ou en tout cas comme dans d'autres villes. Et donc je pense qu'effectivement à Hénin-Beaumont, le RN a profité de ça et en fait c'est donné un peu l'image de la seule vraie force d'opposition. Alors il y a eu le scandale d'Allongeville, etc. Mais je pense que sur Hénin-Beaumont spécifiquement,
voilà, je parlerai pas des nains spécifiquement, parce qu'il y a une spécialiste ici, donc je me fais un peu juger, donc je fais attention à ce que je raconte. Mais non, il y a un documentaire. Mais non, mais bien sûr. Non, mais il y a de la légitimité quand même. Je plaisante, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que ce que dit la militante dans le film, c'est ça en fait, c'est qu'une fois que la gauche est installée et estime un peu avoir tout pour elle, quoi. Il y a moins de présence sur le terrain, et ça rejoint ce que disait Pierre, il y a moins de présence sur le terrain, et donc après, c'est le RN qui arrive en disant, nous, on est là, quoi. Joël, très rapidement, et Marine, très vite, et comme ça, on prend la question d'après, qu'on puisse avoir les questions. Ouais, moi, j'ai l'impression que c'est difficile de taper sur une bonne volonté quand même de militants locaux qui sont très peu et très peu visibles et avec très peu de prise sur le réel aussi. Et que c'est quand même la réalité qu'on va avoir les 10-15 militants à certains endroits comme chez moi qui vont se retrouver le lundi, le mardi, mercredi, mais pas dans les mêmes cercles à lutter contre des choses différentes chaque jour et qui sont là tous les jours sur le terrain. Mais quand les affiches du Rassemblement national inondent littéralement les villes de campagne et que CNews est dans tous les bistrots, on peut pas. En fait, la lutte, elle est très inégale. En fait, c'est compliqué. Mais cette bataille culturelle qu'on essaie d'évoquer. Ce que je tiens quand même à dire, c'est que par exemple, Commercy, c'est une ville où le PS a été au pouvoir pendant 37 ans en fait. Et il y a beaucoup d'acquis sociaux, la médiathèque, le centre social, etc. Mais on ne sait pas que c'est des acquis de gauche, en fait. Et je pense que c'est quelque chose d'important. On ne sait pas rappeler ça aux gens. Que quand il y a des acquis de gauche, on ne sait pas, parce qu'il n'y a pas d'historicité de ces acquis non plus à pas mal d'endroits. Marine, je dois écrire frénétiquement. Non, mais pour pas oublier, parce que vous dites beaucoup de choses qui sont toutes très justes. Moi, je vais vous donner des faits, et encore une fois, vous avez raison sur le constat. Moi, je prends notre part de ce qui va pas, mais je voudrais quand même expliquer aussi ce qui se passe, c'est ce que certains dans la salle connaissent peut-être. Premièrement, à Hénin-Beaumont, typiquement, il y avait 400 adhérents à la section socialiste. Le moment où Dallongeville en fait, gagne contre le maire socialiste d'avant, c'était son directeur de cabinet, il se présente contre lui, il gagne. Bon, il finit en prison, mais ce moment-là, la réunion du lendemain, il n'y a plus que 11 personnes dans la section socialiste. Quand en 2014, le RN gagne la ville, moi je me rappelle, on avait fait une liste avec le maire sortant, celui qui avait gagné la partielle, qui était un peu sans étiquette, etc. En fait, sur sa liste, c'était beaucoup de retraités, des gens qui voulaient être adjoints, qui l'avaient été 3-4 ans. C'était des bons adjoints. Ils se retrouvent dans l'opposition, ils ont démissionné. Tous les mois, il y en a un qui démissionnait. Parce qu'en fait, le monsieur qui voulait être adjoint aux finances, qui était un bon adjoint aux finances, qui gérait les petites finances, d'un coup, il se retrouve en opposition à se faire... Enfin, les conseils municipaux d'Hénin-Beaumont, 6 heures, tu te fais insulter. Il faut le dire déjà que conseiller municipal d'opposition, c'est pas un rôle sympa dans une ville habituelle. Tu vois, il y a des gens, en fait, ils sont faits pour... Peut-être que moi, j'aurais été adjointe aux finances, ça m'aurait embêté par ailleurs. Tu vois, c'est peut-être pas les mêmes tempéraments, mais en fait, ils se retrouvaient à se faire insulter. Moi, il y en a un, il sortait, il me disait, je vais faire une crise cardiaque. L'autre, il disait, moi, je vais lui mettre mon poing dans la gueule. L'autre, il disait, moi, j'en peux plus, ma femme, elle va me quitter. Enfin, tu vois, les gens, ils allaient pas bien. Donc, en fait, il faut quand même se dire. Et dans le Pas-de-Calais, ce qui s'est passé, puisque, en fait, t'arrêtes pas de dire qu'on est du Nord, mais on est du Pas-de-Calais, on y tient beaucoup, c'est pas le même département. Dans le Pas-de-Calais, moi, en 2012, quand je commence à avoir beaucoup de politique, j'ai adhéré en 2009, il n'y a pas un député, à part Daniel Fasquelle au Touquet, parce que le Touquet, c'est la droite, mais c'est tous des socialistes. Ma ville est socialiste, mon agglo est socialiste, le département est socialiste, la région est socialiste, le Sénat est socialiste, c'est arrivé que 5 ans dans la vie. L'Assemblée nationale est socialiste, le gouvernement est socialiste, les députés européens sont socialistes, et tous les députés, à part Daniel Fasquelle, sont socialistes. Donc tu peux pas dans ces cas-là dire, quand on fait du porte-à-porte en 2014 et que les gens nous ferment la porte à la tête en disant Dallongeville il a volé, bon ça aussi, mais en plus on nous dit nous on est des veuves de mineurs, pour la première fois de notre vie on paye des impôts à cause de la réforme de la demi-part de je sais pas quoi des veuves. Les gens et tu peux pas dire c'est à cause de non, c'est tous les socialistes. Donc qu'est-ce que tu dis? Tes militants, les militants évidemment qu'ils allaient plus sur le terrain et c'était pas leur décision. Et moi ce que je veux quand même dire ici, c'est qu'on voit bien, regarder la carte, les militants de Saint-Dizier, de Bar-le-Duc, on en a vu plein. Je voudrais bien qu'on leur explique que c'est de leur faute en plus, parce que c'est pas vrai. Ils sont dans des territoires. C'est pour ça que j'ai fait la petite intervention tout à l'heure. Il y a une forme de fatalisme. Quand vous avez un tsunami dans la gueule, vous n'allez pas, à part vous accrocher à votre cocotier, vous n'avez pas grand-chose à faire. Et ce que je disais à l'oreille, on se sent seul, on se sent isolé. C'est très dur de faire. Il y a un spleen du militant. C'est dur. Tu t'en prends plein la tête. T'as aucune chance de gagner. T'as l'impression dans les 20 prochaines années, tenez bon, nous arrivons, mais quand même, il y a des endroits où ça va être dur. Et ce que je disais à Pierre à l'oreille, c'est que, et tu l'as un peu dit entre-temps, c'est que par exemple, nous, on a 2 élus écolos à Calais. Alors, en plus, je vous passe les embrouilles à gauche. Moi, j'en peux plus. J'ai fait la manif à Calais quand il y a eu Blocontou. J'ai fait la manif pour en faire 2. J'ai fait Calais à 10h et Dunkerque à 14h pour avoir fait 2 villes en tant que conseillère régionale. Je suis arrivée à Calais, on me dit tiens, c'est l'élu socialiste. Je lui dis bonjour. Il me dit je te parle pas. Alors je dis ah bon, parce que le
merde. Et en fait, ils se portent plainte les uns contre les autres. J'ai rien compris, j'étais même pas rien dans l'affaire, mais je me suis déjà fait engueuler que j'étais là depuis une minute. Et notre autre élue écolo, Louise Druel, qui est très dans l'aide des migrants depuis très longtemps, qui est artiste, qui fait plein de choses, que j'étais recherchée en garde à vue le jour de cette manif d'ailleurs, parce qu'elle s'était fait arrêter dans la manif. Et Louise, en fait, elle est tous les jours sur le terrain. C'est juste qu'il y a aussi, enfin, moi chez les Verts, c'est beaucoup le cas. Les gens, ils sont syndicalistes, ils sont à l'association de parents d'élèves, ils font à l'association du composteur dans leur rue. Je sais même pas comment ils font. Et en fait, ils sont tout le temps dans plein de trucs. Et au moment des élections, c'est là qu'ils ont des tracts, parce qu'on a de l'argent aussi pendant les campagnes pour faire des tracts, et donc ils vont sur les marchés faire des tracts. Et d'ailleurs, s'ils étaient toute l'année sur le marché, les gens diraient bon, maintenant ça suffit, les écolos, on peut plus vous voir. Donc il y a quand même un truc comme ça. Je pense les municipales, c'est un moment aussi où tout le monde revient sur le terrain, et ça fait quand même un peu du bien. Mais je prends le point, mais pour dire que les gens, ils sont pas hyper natus pendant 6 ans et ils font rien pendant ce temps-là. Ils sont avec d'autres casquettes, et je sais par ailleurs que tu le sais, mais ça va venir en le disant. Excellent. On va prendre cette question enfin. Désolé pour le temps. Est-ce que je peux te laisser peut-être juste si tu veux bien, nous donner ton prénom et puis poser cette question. Oui, bonsoir Alice. Bonsoir. Moi j'ai une question par rapport au Nutri-Score et on a cliqué sur quelques villes et j'ai trouvé que les taux d'abstention étaient très hauts et je voulais savoir si c'était pris en compte dans le Nutri-Score. Est-ce que j'imagine et je crois que ça a un impact, mais aussi du coup comment on lutte contre ça. 69% d'abstention au premier tour. Donc c'est une question sur la méthodologie ou sur l'abstention ? Les deux. Et la méthodologie, est-ce que vous prenez ça dans les Nutri-Score ? Est-ce que l'abstention rentre dans le Nutri-Score en disant plus on a d'abstention, plus on a un risque élevé d'avoir l'extrême droite, d'une part, et d'autre part, comment sur le terrain et qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce que le thème de la soirée, même si on est en Île-de-France ce soir et que je pense que beaucoup de gens ici n'ont pas forcément la problématique de leur propre territoire, comment on lutte comment on va chercher les abstentionnistes. Ouais, merci beaucoup de la question. Sur la partie comment on l'a mis en place, je ne vais pas parler à la place d'Alessio Motta, mais clairement, ça a été réfléchi à travers ça. Il y a un épisode entier, c'est le tout premier épisode qu'on a fait des webinaires où Alessio explique toute la carte. Il le fait aussi dans un fact, qui sont nos sortes de formats courts où on explique un peu la carte des municipales. Donc n'hésite pas à aller voir, et franchement, il est super bon, Alessio, donc c'est top. Et du coup, sur la question de l'abstention, oui, alors c'est la question classique, mais l'un va avec l'autre forcément. Comment on fait pour le à Hénin, le maire, il est repassé à FNR à 75% au premier tour. Donc c'est pour vous montrer le niveau du truc. Avec 55% mais quand tu es dans la rue, il y a que 3. Tu croises 10 habitants, il y en a que 3 statistiquement qui ont voté pour lui. Donc ça, c'est un vrai truc. Et c'est pas l'un n'explique pas l'autre. Moi, je dirais qu'il y a une variable explicative commune, ce qu'on appelle les troisièmes variables en statistique. Et notamment, ce que je vous disais tout à l'heure, le sentiment d'abandon, de relégation, la solitude aussi. Moi, c'est un sujet sur lequel je travaille beaucoup parce que je trouve qu'on n'en parle jamais. Il y a un Français sur 4 qui se sent seul. Et la solitude, ça s'ajoute à toutes les autres inégalités. Et ça dépend, par exemple, de là où vous habitez, mais si vous êtes en situation de handicap, si vous êtes malade, si vous êtes monoparental, si vous êtes racisé, si vous êtes pauvre, si vous êtes au chômage, vous avez plus de chances de vous sentir seul. C'est un Français sur 4 qui souffre de solitude, et c'est l'équivalent sur la santé de 15 cigarettes par jour. Donc ça c'est pas juste, c'est triste, c'est un impact sur votre santé. Eh bien, quand tu te sens aussi seul, il y a 750 000 personnes âgées dans ce pays qui sont en situation de mort sociale. Ce mot est terrible. Ça veut dire qu'on ne voit pas des gens tous les jours, on n'a pas une vie quotidienne on parle à d'autres gens. Parfois, on n'a pas de conversation de la semaine. Et donc, dans ces cas-là, vous développez un moment un rapport blessé à l'autre. Et électoralement, il y a 2 conséquences à ça possibles. L'abstention, il ne s'occupe pas de moi, je ne m'occupe pas d'eux. Ne me faites pas de croire que ce bulletin de vote-là, il aura de l'importance. D'ailleurs, après les législatives et la victoire du Nouveau Front Populaire, on aura du mal à leur dire l'inverse. Ou deuxièmement, je vais tout péter, je vais voter pour le RN. Je ne sais pas ce qu'ils feront pour moi, mais au moins ça fera chier ceux qui m'ont embêté. Donc ce sera, voilà. C'est à peu près ça. Je schématise beaucoup, mais voilà. Joël, je voulais peut-être te lancer la question de l'abstention, parce que notamment tu as été dans ce mouvement des Gilets jaunes à Commercy, qui avait été un mouvement que j'ai pu voir. On est en 2020, un peu avant, 2018, je dis une bêtise. Et il y avait eu cette assemblée des Gilets jaunes, c'était rencontré des gens qui avaient fait démocratie ensemble. Et pour beaucoup, c'est des gens qui votaient très peu, qui n'étaient plus. Voilà, ça me fait penser à ça là quand on en discute, et du coup, je voulais te retrouver un peu. Derrière ce mouvement, notamment, il y a eu une expérience qui était intéressante parce qu'il y a une liste citoyenne qui se montait à partir d'une partie des gens qui ont participé au mouvement des Gilets jaunes en 2020 à Commercy. Pour aller au municipal. Cette liste a quand même fait 9 et quelques élections, ce qui était quand même pas mal. Et elle était devant le RN notamment, ce qui était quand même assez étonnant. Et il y avait en plus une liste en face du PS, donc ce qui était particulièrement intéressant. Et justement, moi, je trouve que c'est aussi un truc intéressant par chez nous dans
dans ce qui sort un peu du paysage. Je cite un peu un exemple qui est caractéristique. Il y a une commune chez nous qui s'est lancée en liste citoyenne, 140 habitants. Le maire est à l'extrême gauche notoire, tout le monde le sait dans le village. Et ce village a élu sa liste haut la main avec ce programme de liste citoyenne. C'est la liste citoyenne qui gouverne la mairie. Et aux dernières élections législatives, cette commune a quand même fait un 61% RN aux élections. Ce qui est intéressant, parce que ça décorrèle quand même ce truc de déni de démocratie sur le travail du quotidien. Il y a quand même une décorrélation entre les deux, et je pense que c'est quelque chose à analyser, à comprendre, et ça a relancé aussi un espoir dans la commune, et l'abstention a baissé aussi par rapport à ça. Et c'est pour ça, et moi j'aurais aussi tendance à dire, dans des endroits comme les nôtres, on n'a pas forcément envie que l'abstention d'un coup réduise, parce que je ne suis pas sûr que le vote RN il baisse brutalement à cause de ça. Je pense que ce que dit Benoît Coquart, notamment vote aux législatives, je le dis, aux dernières 2024, et on a vu que ça augmentait aussi le vote RN. C'était pas que la gauche qui profitait de la baisse de l'abstention. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, mais dans certains territoires, il y a ce que décrit Benoît Coquart dans son analyse sociologique, de dire qu'il y a une vraie communauté, un entre-soi politique, une affinité politique qu'il ne faut pas sous-estimer en fait. Et en fait, cette espèce d'entre-soi, en fait, il faudrait qu'on soit 10 militants de gauche à être dans les 10 bars de la ville, tout 24-24 pour combattre ça en fait. Et on n'est pas ce nombre-là en fait. Je vous proposer de passer un peu à la suite. On a fait un vrai constat là qui n'est pas toujours très joyeux, mais qui donne de l'énergie. Pierre, rapidement, parce que on est là jusqu'à 23h, après j'ai des problèmes. Pour ce chiffre de 2020, en fait, parce que c'est une question, à chaque fois tout le monde parle de 2020, l'abstention. Mais en fait, il ne faut vraiment pas oublier qu'en mars 2020, on était dans un état un peu de c'est ça. On parle du Covid. On ne savait pas si on allait mourir, on allait voter aussi. Du coup, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez des chiffres de ça, mais ça serait intéressant de savoir combien de candidats, de maires sortants n'ont pas été réélus à cause du maintien des élections pendant cette période-là, ou en tout cas le fait de maintenir le fait de devoir se déplacer dans les urnes, parce qu'il y a énormément de gens qui n'ont pas pris le risque, quoi. Ouais, on a ces chiffres, je crois qu'Alessio Motta l'évoque dans les épisodes, mais alors je ne les ai pas en tête, je ne vais pas dire de bêtises, mais en tout cas ça a été réfléchi et c'est hyper intéressant. Je voudrais qu'on prenne juste un instant avant de passer à la suite, pour voir cette bande-annonce de travail que tu as menée, Louise. Je la passe et tu nous en dis 2 mots après, ça te va ? Oui, tu peux faire ça. Allez, on fait ça et on va voir. Donc, bande-annonce de ce documentaire des nimbes au monde qui est en train de sortir, on peut dire ça comme ça, il y a des projections là. Ça sort doucement, ça sort bientôt. Là, la première projection, eh bien, tu peux venir le 9 février à 19h30 à Douai, voilà, au Tandem de Douai. Voilà, c'est la première date. Il y aura d'autres dates dans la région. On est en train de prévoir ça doucement. Mais en tout cas, oui, la première date, c'est le 9 février à 19h30 au Tandem de Douai. Mais j'aurai l'occasion d'en reparler. Allez, on regarde ça. Nous sommes en grève afin d'alerter sur la reprise en main imminente du théâtre de l'Escapade par la mairie Rassemblement National. L'association L'Escapade, qui est là depuis 22 ans, malheureusement, doit rendre les clés vendredi. Tu vois, tu as un côté nostalgique. Je pense beaucoup à ce que tu as vécu ici. Ouais, c'est triste quand même. Nous sommes dans l'incapacité à ce jour de réellement vider les lieux pour la date demandée. C'est notre boulot, c'est nos boulots, celui des administrateurs de théâtre, celui des comédiens, celui des metteurs en scène, celui des chorégraphes. C'est notre boulot. Et on est en train de nous déshabiller. On n'est pas des petits gars qui sommes en train de chialer parce qu'on leur enlève un truc. Non, on est des gars qui avons bossé comme des chiens pour avoir ça. Et là, on est en train de nous dire, tu dégages, t'es gentil, le RN a décidé que. Merde! On va pouvoir charger ça. Récupérer l'imprimante et après on attaque les instruments de musique. Et on termine par micro-ondes, four, frigo, lave-vaisselle, la totale. Oui, merci monsieur le maire. Le bâtiment municipal de l'Escapade a été confié avec succès durant de nombreuses années à une association qui a réussi à faire vivre ce lieu culturel. Cependant, l'association a petit à petit été infiltrée, noyautée par des individus sans rapport ni avec la ville, ni même avec la culture. Ce sont en fait des sangsues d'argent public et de subventions publiques, dont le but n'est pas de faire de l'accès à la culture une vocation politique, c'est juste de faire de la politique tout court. Les écrits
individuellement aux agents en nous insultant, nous mettre sur Facebook en nous insultant. C'est pas facile, mais c'est pas ce qui va me mettre au sol, au contraire. Syndicalement parlant, ils l'ont compris, plus ils vont essayer de me mettre à terre et plus je vais me relever. J'ai pas de tristesse, moi là je suis bien. Enfin, ils sont pas perdus. Ah bah ouais, parce qu'il y a une énergie, c'est une émulation dans notre société actuelle, avec ce qui se passe, avec la mentalité des gens. De voir des personnes, même des gens qui se connaissent pas et qui ont une telle solidarité, putain ça fait du bien. Alors, il y a eu un peu de retard. Hein. Oui. Ouais, je crois que ça mérite vraiment, J'ai eu la chance de le regarder hier avec un lien et je trouvais ça hyper intéressant. Moi, des gens qui ont été hyper forts et touchants dans ce qu'ils étaient. Deux petites questions, Louise, rapidement, pour un peu la situation actuelle. L'association L'Escapade a quitté le théâtre aujourd'hui. Oui. Où est-ce qu'elle en est ? Est-ce qu'elle continue à produire des spectacles ? Alors l'association L'Escapade, elle existe toujours avec le conseil d'administration qui a été élu peu de temps avant que l'association soit expulsée des locaux. Donc l'association existe toujours, continue à produire des spectacles, mais dans des théâtres amis dans la région. D'accord, dans d'autres villes à côté, etc. Voilà, mais elle continue toujours à exister et c'est justement une manière aussi de résister, de continuer à dire on n'a peut-être plus nos murs, mais on a toujours la culture. Quoi. Ouais, d'ailleurs, c'est pas un spoiler parce que le documentaire il n'y a pas un suspense, mais il se termine par un spectacle qui devait être donné dans ce théâtre à des lycéens, qui a été impossible, et il est joué ailleurs finalement. Il est joué ailleurs, et les lycéens le voient quand même. Tout à fait, parce que justement c'était une volonté de la compagnie, c'est une volonté de la compagnie de faire en sorte que les lycéens puissent quand même aller voir le spectacle. Et le metteur en scène qui joue dans le film, Stéphane Sinclair, le raconte. La compagnie a même mis de l'argent pour dire il faut que les lycéens aillent voir le film parce que c'est un acte politique important de dire en fait le Rassemblement national, l'extrême droite nous empêchera pas de faire de la culture quoi. Et je continue à prendre un peu des nouvelles de celles et ceux qu'on voit. Il y a ce militant syndical, qui est délégué syndical, Djeloul Kéri, j'espère que je dis bien son prénom, agent territorial de la mairie. Il fait partie de la mairie. Il est syndiqué Sud. Et son intervention dans ton documentaire, notamment juste cet extrait-là, qui est en fait pas dans le documentaire, qui est que dans la bande-annonce, lui vaut aujourd'hui d'être mis à pied et menacé d'être viré. Menacé de révocation, ouais, tout à fait. En fait, ça fait un certain temps que la mairie l'a à l'œil et veut le mettre dehors. Et donc initialement, il devait passer en conseil de discipline, je crois que c'était en novembre dernier. Le maire initial, alors par rapport à tout un tas de choses, le maire en gros voulait le sanctionner par rapport à son engagement dans différentes associations locales. Et il se trouve que peu de temps avant, on sort la bande-annonce de ce documentaire dans lequel il apparaît en tant que syndicaliste, en tant que délégué syndical. Et ces quelques propos qu'il tient dans la bande-annonce ont suffi à Steve Briouat à justifier, de dire, en gros, à dire plutôt que de le sanctionner, on veut vraiment le sanctionner au maximum, quoi, et le révoquer de la fonction publique. Et donc, il devait y avoir en novembre le conseil de discipline qui a été décalé à justement il y a quelques semaines parce qu'ils attendaient de voir le film. C'était l'année dernière, c'est ça. Mais il s'est passé tellement de choses depuis le début de l'année, je sais plus. On est en 2026, voilà. Bref. Et du coup... On n'est même pas à la fin du mois de janvier. Désolé. Bon, je vais y arriver. Mais comment dire, ils attendaient de voir le film. Le film n'est pas sorti en novembre, désolé pour eux. Mais en tout cas, voilà, ils voulaient vraiment révoquer sur la simple présence dans le film. Et je trouve que c'est intéressant. Alors, c'est intéressant pas pour Djeloul, évidemment, mais en tout cas, c'est intéressant symboliquement parce qu'en fait, quand le RN dit voilà, on veut révoquer ce délégué syndical qui apparaît dans un film où il parle en tant que délégué syndical, mais en fait, il a fait concrètement ce qu'on essaie de montrer en une heure, c'est-à-dire la violence de l'extrême droite à l'encontre de ses oppositions, à l'encontre des syndicats, des associations, etc. En fait, on n'a même pas encore sorti le film, ils ont déjà montré que ce qu'on montre dans le film, on a raison de le montrer en fait. Ils ont traduit ça.
Voilà, ils ont traduit ça en acte. J'avance car le temps passe, mais c'est hyper intéressant et j'espère donc le film est à Douai le 9. J'espère qu'il y aura plein d'autres projections. Il y aura plein d'autres projections et juste voilà. pour dire sur les dates, je répète peut-être après, mais pour avoir les dates qui vont être publiées au fur et à mesure, il faut aller sur Quelle est la sociale, sur les réseaux de Quelle est la sociale pour avoir un peu les informations sur les projections. On est en train d'organiser tout ça. On fait un travail aux petits oignons pour avoir une diffusion de films dans toute la France. Parce que le but c'est que ça fasse peur. En fait. Non, je plaisante, mais en tout cas, c'est toutes ces actions. Je plaisante, mais en tout cas, on a vraiment envie que ça soit un outil pour créer de la discussion, du débat, de la conscience sur ce que c'est que l'extrême droite dans une ville et à quel point la culture populaire c'est extrêmement important et on peut pas laisser ça à n'importe qui, quoi. Bah, tu fais le lien hyper bien avec cette seconde partie que je voulais évoquer. On a un peu fait un constat qui peut-être vous a mis un peu le spleen. C'est pas toujours facile, etc. Mais voilà, j'espère que ça va. Vous allez bien ? Ça va, bon super. Voilà, c'est vos expériences et on voulait un peu partager aussi le but de ces webinaires, c'est de partager les recettes de résistance. Qu'est-ce qu'on peut peut-être faire à Calais et appliquer, je sais pas, dans le Vaucluse, dans l'Hérault, dans les Alpes de Haute-Provence, je sais pas. Je pense que c'est vraiment une des choses qu'on avait envie de faire. Joël, je vais peut-être me tourner vers toi avec le collectif Terre de lutte. Vous avez une vision un peu plus nationale que nos autres invités qui sont beaucoup dans le Pas-de-Calais, dans le Nord, voilà, faut pas se tromper. Et vous tenez des mobilisations partout en France, plutôt au départ sur des questions écolo. Et là, une des choses qu'on a discuté, notamment avec les autres membres du collectif Terre de lutte, c'est que vous êtes de plus en plus sollicités par des collectifs qui se concentrent sur la question antifasciste et qui ont envie d'agir sur ce sujet. Je pense que à partir la lutte contre un projet d'aménagement, elle part souvent sur une rupture avec une opposition à un projet. Mais cette opposition-là, elle se cristallise aussi autour très rapidement on a une autre vision de l'endroit où on vit, on a envie de vivre autrement à cet endroit-là en fait. Et je pense que ce fil-là, il est attiré aussi plus loin. Je pense sur plus largement la vision qu'on a des territoires, c'est que dans les territoires dans lesquels on vit et dans lesquels on lutte, nous on a une autre vision quand même de la vie sur place. Et à partir de ça, nous on s'est dit avec Terre de lutte, on va un peu, j'ai perdu mon fil. Comment vous les accompagnez et comment cette volonté de se consacrer peut-être à cette identification du problème de la montée de l'extrême droite, ça vient un peu changer votre manière de travailler peut-être avec ces collectifs ? En fait, là récemment par exemple, on a fait un petit exercice. On a fait ce qu'on a appelé une auto-enquête sur 3 territoires qu'on a choisis, des territoires très différents avec des réalités différentes. Et dans ces territoires, on a essayé d'interroger des militants sur place, des personnes qui sont engagées dans différents champs d'engagement associatif, syndical, de parti, et en leur demandant, vous, c'est quoi votre perception sur la prise que vous avez du territoire ? C'est quoi l'extrême droite, le visage de l'extrême droite dans ce territoire ? C'est quoi votre réalité de lutte dans ce territoire ? Et c'est intéressant parce que ça fait ressortir plusieurs choses. Ça fait ressortir le biais militant, c'est-à-dire la perception qu'on a, nous, de l'action qu'on mène dans un territoire, qui est important parce que des fois, on mène une action parce qu'on a appris à la mener d'une certaine façon. Et nous, c'est ça qu'on essaye aujourd'hui de se demander. Est-ce qu'on agit toujours de la bonne façon dans certains territoires ? Parce qu'on agit, et parfois nos actions sont contre-productives, parce qu'on a des façons d'agir qui spécifiquement produisent l'effet inverse ou la perception inverse chez un certain nombre de gens qui habitent localement à des endroits. Tu peux expliquer ça un peu je pense qu'on va avoir une image du militant qui va tracter, etc., ou un certain nombre de choses qui sont attendues de militants de gauche ou qui vont être stigmatisées par l'extrême droite comme des attitudes de militants de gauche et qui vont parfois créer des ruptures aussi à certains endroits dans notre capacité à créer un lien avec les gens localement en fait. Or, je pense que c'est fondamental dans beaucoup d'endroits, et là je recoupe avec la question des luttes. En fait, très rapidement, quand on combat un projet, on a aussi besoin de dire ce qu'on défend. Et dire ce qu'on défend, ça passe par avoir des solutions concrètes dans ce territoire aux préoccupations des gens. Et les préoccupations, c'est quoi ? C'est des questions très pragmatiques en fait, souvent. Et c'est des questions de soins, des questions d'alimentation, des questions de qualité de vie, etc. Et si on n'a pas très rapidement un contre-projet ou une vision alternative de territoire, on n'arrive pas à adresser ces personnes-là. Et je pense que c'est la même problématique qu'on a dans notre militantisme de gauche, dans plein de territoires, c'est que tant qu'on n'a pas de prise suffisante sur le réel, eh ben on n'est pas convaincant en fait. Et on n'a pas de prise non plus, on n'a pas d'argumentaire qui porte en fait. Et je pense que c'est ça qu'on essaye là de travailler avec Terre de lutte, de se dire, pensons-nous en tant que territoire, parce qu'on ne fait pas ça, souvent on laisse la notion de territoire à la droite et à l'extrême droite.
Et on se pense rarement en tant que c'est quoi un territoire de gauche et ça serait quoi un territoire de gauche et comment on se pense en tant que territoire. Créer du narratif et proposer d'autres choses, etc. C'est hyper intéressant parce que c'est un des enjeux que j'ai l'impression aussi touche à la gauche au niveau national. Marine, toi, tu es à l'autre bout du spectre. On te voit maintenant plutôt au niveau national dans les fonctions de secrétaire national des écologistes, de candidate à la présidentielle. Ces luttes locales, ces mobilisations, ça a une influence sur ton rapport de force par rapport au RN et sur cette volonté de créer du programme et de dire voilà, on vous propose des choses, on n'est pas seulement en réaction. Non, évidemment. Et moi, on travaille avec Terre de Lutte depuis longtemps. Je pense que j'ai visité beaucoup de ZAD et de lieux de lutte ces derniers temps. Et en fait, ça m'a fait du bien. Moi, je vous le dis, quand tu viens d'Hénin-Beaumont et que tu arrives sur des endroits où tu vois 400, 2000, 10 000 personnes qui sont là contre une bassine, tu changes de monde quand même. Donc, il y a un côté aussi... moi, je pense que le moral des troupes est très important. Donc, la psychothérapie de groupe dans ces moments-là, de cette mobilisation ensemble, d'avoir été nombreux, alors que chez nous, on n'est quand même pas très nombreux. Là, par exemple, pour Djeloul, quand on s'est croisé avec Louise, donc lundi dernier, pas il y a quelques semaines, il y avait des syndicalistes de toute la région et de toute la France qui étaient venus pour manifester devant la mairie pendant le conseil de discipline de Djeloul. En fait, moi, ça m'a fait un bien fou de me dire, soit le mec, il est dans son conseil de discipline, seul face au mec de la mairie, à passer un sale quart d'heure. Mais en fait, il sait qu'il y a 200 personnes qui sont devant la mairie à l'attendre, à le défendre, à le soutenir, à chanter, à faire des prises de parole. Là, en plus, j'ai trouvé ça hyper sympa parce qu'il y a eu un cortège dans la ville. Donc les habitants disaient, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'à Hénin, les réseaux sociaux sont muselés. Il a supprimé... tous ceux qui posent une question, ils sont virés des réseaux sociaux. Donc quand tu vas sur le Facebook de la ville, c'est mais Steve Réa est tellement beau, mais qu'est-ce qu'il est génial, mon rêve c'est d'habiter à Hénin-Beaumont. Donc les gens ils disent tout le monde est content, c'est génial. Et là ils disent pourquoi il y a 200 personnes dans la rue. Donc c'était intéressant aussi. Et les journalistes disaient on pose des questions aux habitants, ils veulent pas trop répondre, ils disent qu'ils n'ont pas trop le droit, qu'ils veulent pas avoir de problème. Donc voilà, ça je pense que c'est important de le souligner. Et après, moi, je suis très humble là-dessus. C'est que franchement, si on avait la recette magique, on serait pas là. Je serais pas élu d'opposition et on serait pas en train de se dire comment on va faire. C'est quand même très compliqué. Mais moi, ce que je retiens quand même de tout ça, c'est que je n'en peux plus de la gauche ouin qui se plaint toute la journée que c'est dur. Oui, c'est dur. Mais en fait, ce qu'on a à faire, on va pas expliquer toute la journée que l'extrême droite est méchante. On le sait, qu'ils sont dangereux, qu'ils sont toxiques, qu'ils sont tout ce que vous voulez. En fait, ce qu'on a à faire, c'est d'être meilleur. Et on l'est pas en ce moment. Donc il y a des moments où on l'a été, genre en juin 2024, très précisément, nous avons été meilleurs. C'est aussi qu'ils sont pris les pieds dans le tapis, mais on a été meilleurs. Là, en ce moment, nous ne sommes pas meilleurs. Joël, il évoque des gens qui proposent des choses. Il y a plein de choses qui sortent du terrain. Est-ce qu'en ce moment, vous n'êtes pas en train de vous perdre? Je pense à la primaire que vous l'organisez. C'est compliqué avec le Parti Socialiste en ce moment. Je pense à leur rapport avec les filles. C'est compliqué avec tout le monde. Etc. C'est compliqué avec tout le monde. Je finis juste. Est-ce que vous n'êtes pas plus concentré dans le rapport de force entre vous, savoir qui sera à la tête de l'attelage, que construire du fond et construire un rapport de force face au RN? Non, pas du tout. Moi, la primaire, c'est pas un gadget et c'est pas un détail. C'est la seule manière d'avoir une candidature. J'ai compris qu'elle ne serait pas unique, mais commune, c'est-à-dire la seule manière d'être deuxième tour de l'élection présidentielle. Je ne pense pas, et c'est pas moi qui pense pas, c'est la vie, qu'il y a des électeurs de Jean-Luc Mélenchon, quand ils sont à 10-10 avec Glucksmann, il n'y a pas des électeurs de Jean-Luc qui vont se réveiller un matin en disant « je me suis découvert une vocation social-démocrate, en fait, finalement, je vais faire Glucksmann ». Et je ne connais pas d'électeurs de Glucksmann qui vont dire « en fait, voilà, je me suis réveillé ce matin, la radicalité, c'est la vie, maintenant je suis pour Jean-Luc ». Ça ne va pas arriver. Donc en fait, soit tu fais... le vote utile, non? C'est ce qu'à un moment, on a un choix. Il y a un clivage qui s'est fait, qui n'existait pas avant. Et il y a un côté front contre front au sein de la gauche. Donc en fait, si tu ne fais pas émerger quelque chose au milieu, et moi, je m'en fous que ce soit moi ou pas, je dis juste, les électeurs de la gauche et des écologistes, ils ont le droit de choisir leur candidat. Et c'est la seule manière, de s'assurer que c'est le bon choix, parce que c'est eux qui vont voter à la fin la vraie élection. Donc je me dis qu'ils sont quand même bien placés pour savoir. Et deuxièmement, si tout le monde disait comme moi, en fait, on aurait l'assurance, pour la première fois depuis bien trop longtemps, d'être au deuxième tour de la présidentielle. Même si ce processus, finalement, prend tellement de temps d'organisation. Mais il n'y a pas de temps d'organisation. En ce moment, c'est pas vrai. Des présidentielles non. En ce moment, on est tous dans les municipales. Non, mais en ce moment, on est tous dans les municipales. Quand je dis je suis pas là, je suis à Villepinte ce soir-là. La veille, je suis à Bagnolet. Cette semaine, j'étais à Limoges, puis à Marseille, et demain, je suis à Tours. Tous les jours. Donc en fait, les primaires, on s'en parle. Je vais vous le dire, tous les mardis de 8h à 9h. Voilà. 1 heure par semaine. Et ça avance très bien. C'est juste que, vous voyez bien qu'on est dans les municipales, donc ça aura lieu plutôt après. Et le travail de fond, il se fait aussi en ce moment. Je vous ai parlé de la solitude, je vous ai parlé des territoires méprisés de la République. Je travaille aussi beaucoup sur les enfants, parce que derrière beaucoup d'adultes abîmés, il y a des enfants qui ont été maltraités. Et dans cette société, on n'en parle jamais. On a sorti chez Les Verts une plateforme de 500 propositions qui est en consultation sur projet.lesécologistes.fr où tout le monde peut juste donner son avis sur chaque proposition, amender, commenter, comme les gens de
de gauche aiment tant le faire, donner leur avis sur tout, allez-y, c'est gratuit et ça enrichit le projet. Et on travaille sur la doctrine, sur la prospérité écologiste, sur l'international. Donc en fait, on est en train de faire tout ça. Mais tu vois bien que la question que tu me poses à la fin, c'est sur la primaire, est-ce que ça sert à quelque chose? Donc je suis obligée d'y répondre et de parler tactique. Voilà. Et pour le coup, c'est essentiel. Ça prend la place sur ce que remonte des collectifs que notamment accompagne Joël ou d'autres, ou de ce que remonte je sais pas si c'est parce que je suis novatrices qu'on peut croiser partout en France. Je sais pas si c'est parce que je suis une femme et donc je sais faire plusieurs choses en même temps. Mais pour ceux qui ne savent pas faire plusieurs choses en même temps, il va falloir apprendre, parce que moi c'est comme les gens qui disaient mais on peut pas faire ça telle semaine, c'est pas le bon moment pour désigner je sais pas quoi. Mais en fait il y a plus de bons moments, les amis. Il n'y a plus de bons moments. Enfin, moi, la fois dernière, j'ai pas suivi l'actualité internationale pendant 48 heures. J'ai mis 2 heures à rattraper. Et le Groenland a failli passer. Il n'y a plus de bons moments. Il y en aura plus jamais. Donc, et c'est ça. Moi, j'étais avec tous les salariés régionaux des Verts tout à l'heure, qui étaient venus à Paris pour faire un séminaire de tous les salariés régionaux des écolos. Et je leur disais, je suis désolée parce que je vois à quel point c'est intense. Vous prévoyez les trucs, on doit tout annuler. Enfin, et ça va. Je ne peux pas vous dire que ça va aller mieux. Ça va pas être vrai. Ça va être tout le temps horrible, terrible. Ça va aller très vite. Et si on n'est pas capable de s'organiser vite et bien et de mettre, je suis écologiste, donc je prône l'efficacité énergétique, notre énergie au bon endroit et au bon moment, plutôt que se tirer dans les pattes à faire des listes les uns contre les autres, on va pas aller très loin. Désolé les amis. Voilà, je suis cash. C'était le sens de ma question. Mais je préfère le dire maintenant. De toute façon, j'ai pas grand-chose à vous dire d'autre que ça, c'est la vérité. Voilà, je vais revenir au local avec Pierre et avec toi. Louise, tu as créé un média qui se nomme Espace Média. Tout à l'heure, je montrais l'article sur Djeloul Kiris, là, qui est là, voilà, qui s'affiche et qui s'affiche dans votre stream. C'est intéressant là-dessus. Pierre aussi. L'idée, c'est on parlait de créer d'autres narratifs, d'autres choses là-dessus. Je pense que ça marque. D'ailleurs, Pierre, ta remarque tout à l'heure sur la question des militants qui n'apparaissent politiques que dans une zone, ça a fait beaucoup réagir dans le chat avec l'idée que la plupart des militants sont là tout le temps, nous dit Dany GG, mais il faut autre chose. En dehors des élections, beaucoup sont milités. Il y en a un qui dit aussi, est-ce que le problème, c'est pas de voir ces choses que comme des actes militants? Est-ce que lorsque vous essayez de créer des contre-discours, en tant que journaliste aussi, mais quelque part, il y a une forme de militance sans gros mots. Moi, vraiment, c'est pas du tout un gros mot pour moi, de dire on maintient d'autres discours et on va les porter. Pierre, et après peut-être. Vas-y. Oui, en fait, sur la question justement du militantisme, c'était plus en termes de structure. C'est quand je parle quand je parle des partis, c'est qu'on est en tant que structure, on peut proposer une programmation culturelle, inviter des intervenants. Mais je parle des militants politiques, mais que ça peut être aussi des syndicats. Hein. Je suis syndiqué par ailleurs, mais je veux dire, c'est que en fait, je crois que ce qu'ils font et que là où on n'est pas bon, c'est qu'on n'est pas capable en tant que pour l'instant militant de créer une programmation mais annuelle qui fait que on se dit c'est des gens qui font du suivi tout le temps, qui sont capables, on parlait du narratif justement, c'est-à-dire sur un moment quand il y a les usines qui fermaient, Mécano, Prismian, Saint-Exime, et c'est pas du tout pour nous jeter des fleurs, hein, c'est du réalisme, c'est que les seuls qui sortaient quelque chose autre que le nombre de chiffres de licenciés, c'était nous à Calais la Sociale. Et en fait il fallait aller les chercher pour avoir des réactions. J'en profite, je voulais évoquer ça, qui est derrière toi, ce documentaire qui est sorti avant, celui qui sort actuellement avec Louise. Nos Hommes, c'est par exemple un exemple de ce que ça peut traduire des fois, alors pas Calais la Sociale, mais c'est le premier collectif de femmes, d'ouvriers licenciés en France qui s'est créé, et tu as accompagné ça. C'est le genre moi je trouve d'initiative qui donne du courage aussi, d'organisation. Tu peux nous en dire deux mots? Oui, ça. Donc là, Nos Hommes, donc là c'était ce coup-ci, donc on était derrière la caméra. Et donc Nos Hommes, c'est le plan social de Prismian Draca, donc l'usine dont je parlais avec les 600% de bénéfices annuels. Et en fait, donc nous on a accompagné, donc en tant que média, on y allait. Donc dès qu'on a su que cette usine a fermé, on est passé voir Greg, le syndicaliste, et en fait on fait des reportages vidéo tout le temps. Et ce film, il est le résultat en fait de 16 reportages qu'on utilisait, qu'on publiait. En fait, on les filmait le matin, on montait l'après-midi, on diffusait le soir. Et en fait, que ce soit les syndiqués et les conjointes des syndiqués utilisaient ces reportages pour faire pression, parce qu'en fait, à l'intérieur d'une négociation d'un plan social, on ne peut pas intervenir. Mais c'est quoi, par exemple, un collectif de femmes d'ouvriers licenciés? Ça consiste en quoi exactement? Et il y a malheureusement d'autres usines qui ferment actuellement en France. Ça peut inspirer d'autres. Du coup, j'étais un peu curieux de... Ça consiste en quoi? On voit bien un collectif d'ouvriers licenciés qui occupe. On a le combat des Goudières, on a eu plein de combats comme ça. Là, qu'est-ce que ça va être de différent et en quoi ça t'a porté, j'ai l'impression?
En fait, ça mêle juste du réel dans ces trucs-là qu'on appelle des plans de sauvegarde de l'emploi. C'est qu'en fait, c'est juste des personnes. Donc, on dit c'est les femmes des licenciés, mais en fait, c'est les familles des licenciés parce qu'elles portent aussi la parole de leurs enfants et les enfants interviennent dans le film. En fait, c'est de dire que quand on perd un travail, que ce soit dans l'industrie ou autre, en fait, c'est pas que le salarié qui perd son travail. C'est aussi l'enfant qui perd son projet universitaire. C'est aussi la conjointe qui peut puisqu'on propose à l'homme d'être localisé ailleurs, en fait, qu'il doit abandonner sa carrière pour suivre monsieur. En fait, ce qu'elles mettent en avant, c'est le fait que ce dispositif-là est très patriarcal. Et en fait, elles disent, mais quelle est notre place, nous, en tant que sujet, là-dedans ? Et en fait, elles se rassemblent là-dedans. Et ces dames-là, la plupart, Sophie, Laetitia, etc., Lise, elles sont d'un panel politique, mais ultra varié, vraiment. Voilà. Et elles se retrouvent en fait même sur quelque chose de très concret, qui est va falloir que cette usine, elle paye, quoi. Et elle paye pas que nos maris, mais elle paye aussi pour nos gamins, nos maladies, nos enfants, et nous-mêmes aussi, quoi. Joël, ça résonne avec cette idée qu'on se mobilise autour d'une lutte locale. Il y a eu, on a parlé de Bure, on a parlé de la 69 par exemple, etc. C'est cette lutte qui fédère des gens autour. Et finalement, au départ, ils sont pas en mode je lutte forcément contre le fascisme, contre la droite, etc. Ils luttent pour un territoire qui leur ressemble plus. Oui, et puis je pense que ce qui émerge assez vite autour d'une lutte, c'est des moyens d'auto-organisation qui permettent à cette lutte de durer. Et je pense que c'est aussi un peu le postulat qu'on a en ce moment avec Terre de Lutte, c'est que cette résilience qui se construit autour des luttes, c'est aussi une résilience qu'on peut construire plus largement dans des territoires par l'entraide, l'auto-organisation. Et justement, là, on essaye de penser un tout petit peu tous ces outils un peu invisibles, mais qui sont extrêmement essentiels. C'est les lieux militants. On n'a pas assez de lieux pour se réunir, s'organiser. On a besoin de plus de lieux aujourd'hui. On a perdu beaucoup de lieux, en fait, en quelques décennies. On a besoin. Concrètement, ça va être des cafés, ça va être des endroits. C'est souvent des cafés assos, des endroits, mais qui sont souvent trop petits pour se réunir. Et on perd les grands lieux qu'on a parce qu'on les cède au fur et à mesure, parce qu'on a du mal à les défendre. Et pourtant, on en a cruellement besoin dans des mouvements sociaux. C'est aussi tout ce qui nourrit en fait les luttes. Les cantines, les maraîchères qui travaillent pour le soutien des luttes sont essentielles pour un piquet de grève, pour se nourrir, etc. Oui, on a vu des cantines d'ailleurs pendant les grands mouvements sociaux qui venaient, les cantines, etc., qui faisaient le tour des piquets de grève. Et justement, on fait une série de webinaires là, avec Terre de Lutte sur les outils de lutte, les réseaux de soutien, ce qu'on a appelé les réseaux de soutien, parce qu'il nous semble essentiel aussi pour soutenir les luttes sociales et pour construire des résiliences et des entraides dans les territoires. Et potentiellement être une réponse modeste à cette question de progression de l'extrême droite en soutenant les plus précaires et les gens dans le besoin aussi. Ces outils qui, à un moment, soutiennent la lutte, soutiennent aussi plein d'autres choses en fait localement et vont très vite se démultiplier sur d'autres champs d'action. Et notamment, là, on a interrogé hier, on a eu un webinaire sur le réseau de ravitaillement rennais, qui est un exemple hyper intéressant, qui cultive des légumes hors de Rennes, qui les ramène en ville sur les piquets de grève, qui ont soutenu les piquets de grève pendant quelques semaines, etc. Donc c'est aussi des exemples qui sont inspirants et qui, s'ils étaient démultipliés et avaient plus de moyens pour exister et étaient davantage soutenus, pourraient à grande échelle aussi, à un moment donné, construire des contre-pouvoirs et au-delà de la question des élections, parce qu'il y a des endroits comme chez moi, on n'espère pas remporter, renverser le pouvoir dès demain facilement. Et donc on est obligé de penser autrement aussi comment on reprend le pouvoir dans nos territoires, en fait, et où on retrouve une puissance sur les choses. Ouais, préparez-vous, je vais vous reproposer de poser des questions. Je vois une main qui se lève et je la note bien. Juste une dernière réaction, Marine, avant de laisser des questions, c'est je te voyais noter là-dessus plein de choses. Ce que dit Joël, comment ça te fait réagir? J'ai l'impression que ça continue à poser cette question c'est des luttes locales et les gens ils se mobilisent d'abord dans leur territoire avant de se poser la question de est-ce que je vais voter écolo, LFI ou Horizon ou machin. Ils voient ça à l'aune de leur fenêtre, quoi. Non, mais j'ai noté moyen d'auto-organisation parce que ça m'a inspiré et que je note pour retenir et pour ressortir les notes plus tard chez moi. Et je suis en apprentissage permanent et je m'inspire de tout ce que j'entends toute la journée. Donc merci. Notre vie n'est pas facile tous les jours, mais on a le luxe de rencontrer toute la journée, toute la semaine, toute l'année, des gens super qui lâchent pas l'affaire et qui nous donnent. Je pense qu'on se donne entre nous beaucoup d'énergie. Et ce que je notais aussi, voilà, quand tu disais, c'est le RN qu'on voit parfois arriver ou parfois c'est que nous. C'est vrai que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans le Pas-de-Calais, il y avait que des députés de gauche, en fait, que socialistes. Et aujourd'hui, sur les 14 circonscriptions du Pas-de-Calais,
il n'y a plus que RN, sauf donc il y a toujours celui du Touquet qui est à droite, et il y a Agnès Pannier-Runacher à Arras, mais vous voyez bien qu'on peut quand même pas en faire grand-chose. Et donc, pour le dire comme je le pense, ministre de la transition ministre démissionnaire qui, même quand elle a été renommée, est restée démissionnaire dans sa tête sur l'écologie, donc n'a servi à rien. Voilà. Et donc, évidemment, toi, quand tu as un parlementaire, typiquement, le parlementaire, c'est celui qui est là sur le piquet des rêves. Moi, quand il y a eu Val-d'Une, j'ai un copain, il y a un écolo à toute l'agglo. Il m'appelle, il dit Marine, demain, c'est un train grave à Val-d'Une. Il fabriquait les roues et les essieux de train. Et donc, il me dit, j'imagine que t'es pas là. Je dis, bah si, demain, c'est le seul jour de la semaine où je suis chez moi, c'est vendredi. Mais écoute, je regarde les trains. Je vois un TER qui arrive à Val-d'Une et je dis, oui, mais du coup, j'arrivais au train, qu'est-ce que je fais ? T'inquiète pas, tu verras. Et donc, je descends du train, la gare est dans l'usine. Donc, je voyais déjà tout qui cramait, les pneus. Et j'étais la première sur le truc, mais je peux le faire. Je peux pas faire toute seule tous les lieux de lutte. Et ce jour-là, Chenu, il avait raté un peu le truc. Il arrivait que c'était la circo de Chenu, donc il voulait pas trop le voir. Fabien Roussel de la circo d'à côté est arrivé dans la matinée. Mais franchement, on n'est pas assez, quoi. Les élus régionaux de gauche, on est 6 pour tout le Pas-de-Calais. C'est 1,5 million d'habitants. Donc voilà, quand t'as plus le député, plus les conseils régionaux, c'est quand même dramatique. Et je précise qu'entre 2025 et 2021, pendant 6 ans, il n'y avait plus un seul député de gauche, enfin un seul conseiller régional de gauche, parce qu'on avait fait le désistement républicain, parce que Marine Le Pen, en fait, elle allait passer. Ça s'est joué à 2 points à la fin entre elle et Xavier Bertrand. Donc ça lamine, en fait. Et ça, c'est un vrai sujet de devoir reconstruire des réseaux militants. Et aussi, enfin moi je le dis, je ne vois pas de concurrence entre ce que fait Terre de Lutte, entre ce que fait Calais la Sociale, entre ce que je fais chez les Verts, entre ce que font des syndicalistes. Tout ça est complémentaire. On est chacun à notre poste, on tient ce qu'on peut tenir et on fait avec les gens qui veulent faire avec nous. Il y a des gens aujourd'hui qui ne veulent plus entendre parler de politique. C'est OK. S'ils préfèrent faire de la résistance. C'était quoi ton mot que j'ai noté sur le... Non, alors l'auto-organisation, oui, mais sur la résistance maraîchère et l'auto-approvisionnement là, à Rennes. Ça m'étonne pas de Rennes qui soit capable de faire des trucs comme ça. Parce que c'est quand même une autre dimension, la Bretagne. Rennes, mais celui est très solide. Ouais, non, mais de toute façon, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes a tenu aussi parce qu'il y avait Pays de la Loire, Rennes, c'est des endroits où... Il y a une tradition de lutte depuis longtemps. Une tradition d'auto-organisation, pour le coup, et avec des réseaux, y compris des réseaux paysans, c'était super. Donc ça, voilà, ça existe encore dans certains endroits. Dans des endroits, c'est à reconstruire. Et les gens ne viendront pas reconstruire dans les cadres qui existaient avant où ils venaient déjà pas. Donc il y a beaucoup de choses pour le coup à réinventer. Et pour moi, la clé de la lutte à la fin, ce sera est-ce qu'on arrive à donner envie aux gens ou pas. Et donner envie aux gens, c'est pas juste dire on n'est que 4, est-ce que tu veux être 5 avec nous ? Parce que là, la personne n'a pas trop envie de venir. C'est regarde, là on est là. Moi, on peut nous emmener là. C'est quoi l'horizon qu'on propose aux gens ? Si on gagne tous ensemble là, on n'est pas au même endroit, on n'est peut-être pas exactement d'accord sur tout, mais si on gagnait. En fait, ce serait quoi la société qu'on propose ? Et je pense qu'on manque aussi de récits, d'horizons. Alors, on a bien compris ce que la FI pensait du PS, que le PS pensait de la FI, mais j'ai pas bien compris si la gauche était au pouvoir. Tu vois, au moment du LFP, on l'a fait en 4 jours. On a réussi à le faire. Ouais. Mais c'est pas juste des propositions, c'est l'horizon. C'est quelle perspective tu proposes aux gens ? Pourquoi ce serait mieux avec nous ? Pour les territoires où il se passe plus rien, où les gens ont perdu espoir qu'un jour on s'occupe d'eux. Et c'est pour ça que j'insiste, je redis solitude, enfance, territoire méprisé de la République. Je bosse sur ces sujets. C'est pas juste pour moi pour dire c'est les Verts qui l'ont fait en premier. C'est pour dire c'est moi ou c'est pas moi la candidate à la fin. Voilà, nous on apporte ça. Ouais, poser et c'est important. Et on lâchera pas l'affaire sur ce sujet-là. France différente. Exactement. Dire tu vois, je reviens France, au fond. Je veux pas reprendre des concepts qui ne sont pas les tiens. Il y avait une question dans le public, j'ai vu. Vous avez levé la main. Alors, on va faire ça. Après, j'ai aussi une question du chat. Allez-y. Le micro arrive. Où est-il ? Il est là. Voilà. Il se balade. Voilà, j'espère que dans le stream, ça va pour vous. On vous fait la bise, j'espère que ça se passe. On va discuter encore un petit quart d'heure, 20 minutes, et ensuite on va aller vous laisser rentrer chez vous. Bonsoir, on m'entend bien, oui ? Oui, parfaitement, bonsoir. Donc moi, je m'appelle Najma. J'ai grandi entre Douai, Valenciennes, Lille. Je ne vais pas trop dire ma commune, parce que des Najma, il n'y en a pas beaucoup par là-bas. Et en fait, j'ai grandi dans ces territoires, et je trouve que le constat que vous faites, je suis un peu d'accord avec vous, mais je trouve qu'il manque un facteur important, c'est que c'est des territoires profondément racistes et xénophobes. J'ai grandi dans ces territoires et j'ai été confrontée toute ma vie à une violence raciste, islamophobe, etc., etc. Et je trouve que c'est un peu dommage d'oublier que le vote RN, c'est aussi un vote raciste, parce qu'en fait, ça efface un peu l'agentivité des personnes qui votent. Et c'est pas que des choix de politique publique qui mènent ces gens à voter RN, c'est aussi le fait qu'il y a un discours qui soit totalement décomplexé. Et voilà, je ne sais pas si j'ai quelque chose d'autre à ajouter, mais je trouve que en fait, ça me frustre depuis tout à l'heure de vous entendre parler de guerre entre municipalités, etc., etc. Voilà.
Et j'ai l'impression que ça efface absolument une grosse partie qui est importante. Voilà, je termine là-dessus. Parfait, on va vous répondre. Nejma, c'est hyper clair. Qui veut peut-être discuter de ce sujet ? Je trouve que c'est hyper intéressant cette question d'effectivement poser la question des valeurs aussi que distribuent les gens et du choix qu'ils font qui reste un choix quand même. Est-ce que... À titre personnel, ouais, bien sûr, demande pas plus. Non, mais juste à titre personnel, moi je suis d'accord avec le constat. Alors après, c'est sûr que il y aura toujours, on pourra toujours se poser la question de est-ce que c'est, comment dire, est-ce que c'est que un vote raciste, comment ça se joue, est-ce que c'est quoi le contexte autour de ce vote raciste, etc. Il y a plein de choses, ouais. Il y a plusieurs facteurs. Par contre, c'est assez évident que c'est un des facteurs principaux. Après, la question, je pense, c'est est-ce qu'on en reste là ? Comment on agit sur ça ? Est-ce qu'on s'en tient à avoir un discours un peu, à dire bon, les gens sont racistes, on va leur expliquer gentiment pourquoi c'est pas bien d'être raciste, ou est-ce qu'on essaie de s'attaquer un peu à tout le contexte économique qu'il y a autour, et plutôt de leur montrer que le projet raciste de l'extrême droite est une arnaque et que le projet social de la gauche est quand même beaucoup plus intéressant. Après, c'est toutes les questions qui se posent de toute manière en politique, que ce soit d'un point de vue électoral, d'un point de vue de la lutte sociale. Je pense qu'on pourrait avoir un webinaire entier sur cette question peut-être, mais après le constat, oui, il est réel, quoi. On l'aura. Je me permets de ça, Pierre, et peut-être ça peut alimenter aussi ça. Moi, j'ai l'impression aussi que la question, c'est aussi que les gens qui sont principalement concernés par ce racisme, disait Nejma, que tu l'avais vécu, soit celles et ceux qui se présentent, soit celles et ceux qui agissent. Et pour l'instant, là, on est 5 personnes qui ne sont pas racisées. Il y a vraiment ce sujet-là. Moi, je peux dire que là, depuis que j'ai commencé le webinaire, j'ai pas fait beaucoup de personnes racisées encore. Et je pense aussi que c'est parce que ce milieu militant qui se réfléchit, il n'est pas toujours très racisé. Il y en a plein, bien sûr, et c'est important. Je suis preneur. Je prends plein de trucs. Mais en tout cas, voilà, et c'est pas... Cette question-là aussi, elle se pose. Comment, dans les gens qui se présentent, on laisse la place aussi à des gens qui, eux, vivent ce racisme au premier niveau, que ce soit dans le Nord ou ailleurs, et en France aussi, d'ailleurs. C'est une vraie question. Pierre, tu voulais réagir ? Oui, pour répondre un peu aussi à la question de Nejma, nous, sur la question justement du racisme à Calais, en fait, on a, pour donner quelque chose d'assez concret, même deux, on a deux événements qui ont une récurrence. On a un rassemblement pour la Palestine toutes les semaines. Donc ce rassemblement pour la Palestine fait réagir. Et il est plutôt constitué de militants justement racisés. Il fait réagir les commerçants parce que c'est pas bon pour le commerce. On a un autre événement, et comme ça je peux parler des deux en même temps. On a un autre événement qui est en fait une commémoration citoyenne pour les personnes décédées à la frontière et qui a lieu dès qu'il y a quelqu'un qui décède, donc on va dire en moyenne 3-4 fois par mois. Et en fait, sur ces deux événements, nous, on a besoin, nous, c'est même pas on a besoin, c'est il faut. Et en fait, on milite pour qu'il y ait des drapeaux syndicaux et des drapeaux politiques sur ces événements. Sauf qu'en fait, comment on fait pour les avoir ? Est-ce qu'on leur dit vous êtes des racistes, c'est pour ça que vous venez pas ? Je dis pas que c'est pas le cas. Mais en fait, si on émet ce constat-là, ils viendront encore moins. Mais effectivement, on est vraiment sur une vraie difficulté. En fait, sur certains terrains, c'est qu'en fait, on n'arrive pas à faire venir ces gens, quoi. On n'arrive pas à faire venir sur quand des tu combats. Dis ces gens, c'est des représentants de syndicats, c'est des représentants de partis surtout syndicats pour le coup, quoi. D'accord. Et parce qu'en fait, il y a une vraie préférence sur les sujets qui sont les nôtres. Donc l'industrie, c'est pour ça qu'on parle à la fois de l'industrie et en même temps des questions à la frontière. C'est qu'en fait, il faut que ce combat-là soit le même. Parce qu'en fait, ceux qui crèvent là, à la frontière, c'est des travailleurs. Et en fait, pour l'instant, je ne sais pas si pour les syndicalistes, je vais me faire engueuler en rentrant. Mais en fait, je ne sais pas comment ça se fait qu'il n'y a pas des chasubles CGT au moment où on commémore la mort d'Ahmad, comme il y a eu il y a 2 semaines. Pourquoi il n'y a pas un gars qui vient avec son chasuble pour dire hommage aux camarades ? Ça, je ne sais pas. Je peux pas. J'espère qu'on aura répondu à la question. On va prendre une autre question et après on va avancer. Un mot rapidement, Marine, après une autre question, et après on va avancer pour terminer tranquillement cette discussion.
Non mais c'est sûr qu'on a un prisme. C'est sûr qu'on a un prisme. Enfin moi j'ai un prisme déformant. 1 parce que je ne subis pas le racisme comme d'autres peuvent le subir. 2 parce qu'à Hénin-Beaumont, comme toi c'est une ville vraiment du bassin minier où tu habites. C'est dans la Pévèle. Ah oui donc c'est pas bassin minier. Donc. Mais non mais parce qu'en fait j'ai beaucoup été à Douai et d'accord. C'est la même mais chose. c'est vrai qu'en fait les communes minières, moi ce que j'ai toujours entendu dans ma ville, c'est il y avait 60 nationalités au fond de la mine. Et tout le monde était noir parce qu'avec le charbon, en fait, on voyait pas la couleur des gens et en fait, on était ensemble. Et il y avait, enfin, évidemment qu'il y avait du racisme. Alors, en plus, c'était un peu les vagues d'intégration successives faisaient que les Polonais, une fois qu'ils étaient intégrés, ils décidaient que les Italiens étaient un problème. Après, et ainsi de suite. Mais il y avait un truc où tout le monde vivait ensemble. Et ce qui fait qu'à Hénin-Beaumont, notamment, le maire, quand il a gagné en 2014, il a tout de suite fait beaucoup de gestes envers les musulmans. En donnant le permis de construire à la mosquée, au moment de Charlie, vous savez quand il y a eu les attentats à Charlie, il y a eu devant la Voie du Nord, on fait un rassemblement en fait de la LDH, les protestants, les catholiques, de tout le monde, les assos, les journalistes, tout le monde était là en disant on va pas aller à la mairie donc on va là. La mairie organise au même moment une commémoration et l'imam il était à la commémoration du maire. Je finis par dire vous faites quoi? Il dit il m'a invité, je voulais montrer. Donc vous voyez il y a une vraie donc le maire a fait ça aussi parce que sans en fait les gens issus de l'immigration en fait ils gagnaient jamais à Hénin où ils restaient pas mais ça veut pas dire que le racisme n'existe pas et moi je le vois là on a vu au moment du NFP quand les gens ont vu que le RN pouvait gagner ils se sont autorisés avant de dire le RN ils disent tout haut ce que les gens pensent tout bas bon là les gens ils le pensent plus tout bas mais ce que je veux dire quand même c'est que pour moi dans l'électorat RN pour moi il y a 6, 8, 10% de gens vraiment racistes, homophobes, antisémites, vraiment des gens qui le revendiquent et qui n'ont aucune excuse pour l'être, en gros. Et il y a aussi beaucoup de gens, moi je dis pas facho, pas fâché, on a beaucoup utilisé ça, mais en réalité c'est que les gens ils vont pas bien. Il y a 9 millions de pauvres en France aujourd'hui. Chaque jour un peu plus nombreux, chaque jour un peu plus pauvres, c'est un record depuis 30 ans. Et ces personnes-là, beaucoup de politiques, comme elles savent plus quoi leur raconter, quelles solutions leur proposer, dans ces cas-là, depuis l'Antiquité, c'est la même chose, on désigne des boucs émissaires. Aujourd'hui, les boucs émissaires, c'est les personnes racisées, issues de l'immigration, etc. D'ailleurs, en plus, ça veut plus rien dire. Enfin, on parle de gens qui sont de la 3e génération. Quand ils disent rentre dans ton pays, ils disent oui, moi je suis né en France et ma mère aussi, mais peu importe. Tu vois, c'est un truc, ça n'a plus de sens, mais je pense qu'on bascule dans les territoires dont on parle. J'ai l'impression de dire un peu la même chose depuis le début, mais c'est aussi le fait de dire je vais pas bien, c'est de la faute de qui? Forcément, c'est les immigrés, et de donner l'impression aux gens que s'il y avait plus d'immigrés dans ce pays, ils vivraient mieux. Je suis désolée de leur dire qu'en fait c'est pas vrai. Je pense qu'on devrait plus leur expliquer. Et d'ailleurs, il y a un sondage hyper intéressant. Les gens pensent qu'il y a 8%. Enfin, en fait, il y a 8% de musulmans en France. Alors c'est pas c'est déclaratif puisque les statistiques religieuses sont interdites, mais on demande aux gens comment ils déterminent. Il y a 8% de musulmans en France. Les Français, quand on demande combien ils pensent qu'il y a de musulmans en France, ils pensent qu'il y en a 31%. Donc on voit quand même bien qu'il y a un miroir déformant de beaucoup de médias, pas Street Press, de beaucoup de tracts politiques et de gens qu'ils entendent sur ces médias. Donc il y a un moment, le racisme il augmente aussi de ça. Voilà. Mais donc tu as entièrement raison sur le constat. J'ai essayé d'expliquer d'où ça pouvait venir et pourquoi dans ces territoires où c'est plus dur pour les gens, ça augmente aussi. Voilà, super, vous êtes motivé par des questions. On prend celle-là, on avance et puis on fera une dernière question ensuite pour finir. Mais je trouve que c'est important de pouvoir avoir cette question. Allez-y, madame. Je vous prie de m'excuser, mais on est quand même venu pour essayer de savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour agir sur des territoires tenus par le RN. Et pour l'instant, franchement, systématiquement, vous esquivez ce point. Une fois, Marine Tondelier a dit, effectivement, on ne sait pas, ça, au moins c'était honnête, mais si on ne sait pas, on développe une méthode pour essayer de savoir. Il y a eu une petite esquisse de la part de Joël Domanjou en disant il faut faire des propositions d'un point de vue territorial et ça. Mais effectivement, si on ne propose pas au moins une méthode, on est quand même tous là, plus tous ces gens qui nous regardent. Enfin, ça ne va pas, excusez-moi, je suis vraiment... Et y compris, là, on a une jeune femme qui est victime de racisme, on ne lui répond pas non plus. Non, je suis désolée, mais vraiment, systématiquement, il n'y a pas de réponse. Et il n'y a pas non plus de méthode. Enfin, moi, je comprends qu'on n'ait pas de réponse et je trouve que c'est heureux de le reconnaître. Mais au moins, proposons une méthode. Je suis désolée. Par exemple, sur l'immigration, on ne propose pas non plus un discours qui puisse être une alternative. On ne parle plus depuis un grand moment, et je ne sais pas pourquoi, de tous les trafics, de tous les passeurs, qui sont les criminels. Et ça,
En plus, on pourrait se mettre tous d'accord, y compris avec les gens du RN, en disant, oui, il y a un problème avec l'immigration. Non, mais les passeurs qui sont des gens qui violent, qui torturent, qui volent, qui sont des réseaux monstrueux, pourquoi est-ce qu'on n'a pas une politique vraiment très ferme, en premier lieu, contre ces gens qui, eux, c'est sûr, sont les criminels? Voilà, je veux dire, systématiquement, il faut quand même essayer de trouver au moins quelque chose à pouvoir répondre. Je veux dire, il faut qu'on essaye d'être dans une efficacité. Et justement, je trouve ça, moi, je voulais terminer aussi là-dessus, sur ce sujet-là, des leçons concrètes, de quoi on s'inspire. Et ouais, c'était la troisième partie, c'était vraiment l'idée. Mais je trouve que vous l'avez hyper bien amené, on a porté sur plein de sujets. Ces leçons concrètes, de quoi on s'inspire et peut-être comment on peut proposer des petites recettes, des petites idées, parce qu'en fait ça marche par beaucoup de petites choses qui se mettent les uns à côté des autres. On a parlé des collectifs de femmes, d'ouvriers licenciés, on a parlé de pas mal de choses. J'aurais pu évoquer aussi, je voulais l'évoquer, des manifestations contre des députés RN qui ont eu lieu pas mal dans la région Hauts-de-France ces derniers temps, avec le collectif antifasciste du bassin minier, que je voulais saluer parce qu'ils devaient être là, ils n'ont pas pu être présents. Peut-être Joël, là-dessus, comment on a des choses concrètes pour s'organiser, parce que la question que vous posez, elle est hyper légitime. Je pense que justement, je ne pouvais pas trop développer là-dessus, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui font des choses très concrètes. Le planning familial, dans plein d'endroits, est une réponse concrète à plein de choses. Et au-delà même, c'est vraiment des réponses à beaucoup de problématiques. Et sur les discriminations, il y a un travail formidable qui est fait à plein d'endroits et qui est essentiel. Mais je pense que ce travail-là, il doit être fait à plein d'autres endroits. Et par exemple, moi, je citais les lieux, mais les 8 dernières années, je les ai passés dans un local associatif qu'on a ouvert. Et c'est un travail où on écope des barques, en fait. Toute la journée, on discute avec des gens et on a l'impression qu'on écope une barque. En fait, on sort. Mais ça bouge des lignes et c'est essentiel. C'est quelque chose qui devrait être fait plus et à plus d'endroits. En fait, c'est essentiel. En fait, ces lieux-là associatifs, ils jouent un rôle essentiel pour faire bouger aussi des lignes de préjugés à des endroits. Et après, il y a des trucs très clairs sur la question du racisme et tout ça. Il y a un antifascisme qui doit être mené frontalement et au-delà des questions de construction de réponses sur le long terme, comme celle que j'évoque dans des territoires où on n'a pas ce rapport de force fort, il y a quand même des nécessités dans des endroits comme chez nous où il y a la taverne de Thor avec ses 300 Hammerskins nazis qui font des matchs de MMA chez nous. En fait, on est en train de mener une contre-offensive antifasciste avec une manif le 7 février. On appelle très largement les gens à venir parce qu'il faut que ça ferme. Parce que ce qu'ils font dans ce lieu-là, c'est exactement ce que je décris avant. Ils font tous les mercredis un bar ouvert qui a une prise sur les jeunes du coin qui est sans doute supérieure à ce que nous, on a. Parce que c'est aussi des gens du coin. Le gars qui tient ça, il est tatoueur à Bar-le-Duc, en fait, le gars. Il a quand même une emprise importante sur les choses. Donc je pense que là aussi, nous, notre combat, c'est de faire fermer ce truc tout de suite et de montrer que ce gars, il est hyper dangereux, en fait. Il est relié à un réseau dangereux qui, depuis 40 ans, fait des matchs de MMA et il cagne des gens, il tue des gens, quoi, dans le monde entier. Peut-être avant que tu donnes le micro, Joël, comment, typiquement, si on commence à monter, même pas forcément un énorme collectif, on a toujours l'impression qu'il faut être 12 000 avant de venir, on peut contacter le collectif Terre de Lutte, on peut vous demander de l'aide pour se mobiliser, justement, parce que j'ai l'impression que c'est un peu ça, cette question aussi, comment on peut agir concrètement. Oui, là, on a un peu essayé de dresser aussi des cartographies de lieux qui résistent, qui se construisent aussi. Enfin, tous ces outils qui sont des outils d'entraide dans les territoires, on aimerait bien les amplifier, les ramifier, les mettre en réseau, comme on a fait avec les luttes locales sur les questions environnementales. On se dit que c'est aussi essentiel de le faire entre des lieux d'organisation, des moyens logistiques, notamment ce qu'on a, les mutuelles de matériel. Les mutuelles de matériel, c'est des gens qui mettent du matériel en commun sur les territoires et ça permet quoi ? Ça permet des festivals, ça permet à des événements d'exister et heureusement quand il y a ces réseaux d'auto-organisation parce que ça nous redonne une prise à des endroits où notre manque d'argent souvent pour nous organiser, on le compense par ces moyens d'auto-organisation et d'entraide en fait. Et je pense que c'est ça qu'on essaye de pousser mais très modestement, on n'a pas de réponse, on n'a pas de recette toute faite et je dis pas que Terre de Lutte va apporter une réponse mais nous on s'est dit, en tout cas, nous, on doit faire ce boulot-là pour être aussi à la rencontre de l'époque et des enjeux qu'on a. On n'a pas envie, nous, Enfin, on est sur des luttes environnementales, mais peut-être que le droit de l'environnement existera juste plus dans 2 ans, quoi. Ouais, je donne un exemple de mutuelle matériel. Dans l'Hérault, on a Mama Sand qui existe dans l'Hérault, qui a fourni, en fait, une matériel mutualisé qui a permis de faire tous les meetings du NFP dans l'Hérault à ce moment-là, lorsqu'on y a eu ces 3 semaines où il fallait être à fond. Et heureusement qu'il y avait ce matériel qu'on pouvait tout de suite prendre et mettre en action pour celles et ceux qui ont décidé de le faire. Louise, sur cette question, toi, tu as créé un média aussi pour créer autre chose. C'est des choses qui peuvent paraître petites, mais tu portes déjà cette idée. Comment on peut
participer à cet autre récit? Justement, en fait, comment dire, on en parlait déjà tout à l'heure. L'important, et je pense la première chose sur laquelle on peut avoir toutes et tous la main, c'est de créer des récits, c'est d'avoir des espaces, comme mon média qui s'appelle Espace, parce qu'on a besoin de plus d'espace et moins de frontières, vous avez compris. Mais en fait, il y a les médias, il y a le média que j'ai créé, il y a Quelle est la sociale, il y a Street Press, il y a ces médias qui participent à essayer de construire un autre récit et en même temps essayer d'aller regarder un peu là où ça fait mal, aller regarder justement le récit que ceux qu'on n'aime pas, les autres, construisent. Il faut pouvoir le démonter, il faut pouvoir le déconstruire, il faut pouvoir le mettre à jour. Et par exemple, pour le film qu'on a réalisé, alors au-delà du jeu de mots dans Des Nains Beaumont, c'est l'idée aussi du titre, c'est de montrer que derrière la belle communication des Nains Beaumont, oh monsieur le maire il est super, tout se passe bien, Steve Brivois il est un jour au conseil, au vœu d'une association de retraités, puis un jour il est un truc de football, puis un jour il est au marché, voilà, c'est Martine à la plage quoi. Et donc au-delà de ça, montrer ce qui se passe réellement. Donc il y a cette première étape et il y a cette étape essentielle qui est de construire un autre récit, de montrer que des choses sont possibles. Avec Espace, avec le média que j'ai créé, c'est ce que j'essaie de faire en me disant, par exemple, on va aller couvrir des luttes, on va aller donner la parole à des gens qui, en fait, vivent des galères quotidiennes pour simplement que ça puisse exister. Je ne sais pas si ça aura un impact énorme, mais je pense que le principal, c'est que déjà ça puisse exister pour que quand on cherche, je sais pas, quand on cherche CGT sur un moteur de recherche, on tombe pas juste sur l'article du Figaro qui dit à quel point la CGT c'est des dangereux terroristes ou je sais pas quoi, mais qu'on tombe aussi sur des articles de Quelle est la sociale, d'Espace, de Street Press, de plein d'autres médias qui parlent de ces questions-là et qui montrent qu'en fait, c'est des gens qui sont là pour une bonne raison et qui se battent pour des choses essentielles. Et il y a les médias et il y a aussi les lieux, juste pardon rapidement. J'ai oublié ton prénom, pardon. Joël. J'ai un problème avec les prénoms. Certes, mais tu sais, j'ai oublié qu'on était en janvier 2026, donc mes mémoires, je n'ai tout. Bref. Donc Joël, pardon, excuse-moi, mais Joël parlait de ça, des lieux associatifs. Les lieux associatifs, c'est hyper important parce que l'extrême droite, elle joue, elle prolifère sur l'atomisation des liens sociaux. Et quand on a des lieux associatifs qui existent, c'est un exemple concret de lutte antifasciste, un local associatif qui ouvre, c'est des voies RN en moins, parce que ça permet aux des gens de se retrouver, de créer des choses. Et typiquement, à Hénin-Beaumont, pourquoi la mairie ne voulait absolument pas qu'un centre culturel associatif puisse exister? Parce qu'un centre culturel associatif qui existe, c'est un contre-discours dans la ville même. Et ça, pour l'extrême droite, c'est insupportable. Et on a un très bon exemple de ça. Les derniers spectacles qu'on montre un peu, dont on parle un peu dans notre film, c'est des spectacles qui parlent de sujets sociaux, de sujets humains forts, quoi. Et quand le RN reprend le théâtre, c'est quoi le premier spectacle qu'ils mettent en place? C'est un spectacle sur Brigitte Bardot. Bon. Un hommage, faut le dire. Un hommage à Brigitte Bardot, oui, évidemment. Pour la journée de la femme, voilà. Pour la journée de la femme, le 8 mars, un spectacle sur Brigitte Bardot, de la femme. Voilà, donc, ça témoigne non seulement d'une vision de la culture, d'une vision politique, et je pense que pour essayer de répondre un peu à cette question, il n'y a pas de solution parfaite. Par contre, il peut y avoir des lieux où on peut essayer de faire émerger ces solutions-là. C'est des centres culturels, c'est des cafés, c'est n'importe quoi. Ça peut être des médias, ça peut être plein de choses. Et en fait, c'est chez nous, c'est à notre porte, c'est dans ces endroits-là qu'on peut se retrouver, qu'on peut lutter. Et encore une fois, tant que c'est un lieu associatif qui ouvre, je le répète, pour moi, c'est des voix en moins pour l'extrême droite. Et je pense que si vraiment il y a un truc sur lequel on peut essayer de se creuser la tête, c'est comment on ouvre toujours plus de lieux et comment on fait en sorte que ceux qui existent tiennent et continuent à exister et à proposer des choses, quoi. Parfait. Pierre, est-ce que tu veux compléter? C'est vrai que toi aussi, c'est une question de médias, vous êtes assez proches, mais Quelle est la sociale, il y a aussi cette idée de faire vivre. On a vu cette commémoration qui est par exemple pas ce que fait classiquement un média journalistique qui veut faire des enquêtes, etc., genre Mediapart, genre Street Press et tout. On peut venir participer à ça?
Oui, mais en fait, on crée des. Oui, ce sont notre média, il est participatif. Si quelqu'un veut faire un article, mais bon, il n'y a aucun souci, c'est ouvert. Et justement, en fait, on est tous bénévoles là-dedans. C'est-à-dire il y a personne qui est payé pour produire quoi que ce soit, et il y a personne, et on est subi. En fait, c'est un peu la gloire et la misère de notre truc, c'est que on n'a aucune pression financière pour produire quoi que ce soit. En fait, sur la question de la méthode, c'est difficile pour nous d'y répondre parce qu'on est en plein dedans, quoi. Enfin, on est vraiment, c'est un peu au niveau de l'économie des forces, on est un peu dans le dur quand même. Et nous, c'est pour ça notre endroit justement, c'est de reprendre. On parle de narratif et de récit. Notre endroit, c'est de faire maintenant, comme on est de gauche et qu'il faut qu'on trouve un lien qui nous unit tous. Donc, c'est le lien territorial. Donc, c'est-à-dire nous, on prend le biais du travail. C'est une vieille idée, hein. Mais en fait, c'est de se dire, dans ce cas, si on prend le biais du travail, comment on fait? Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est intéressant au travail? Donc, c'est les syndicalistes. Donc, c'est-à-dire, par exemple, je pose une question ici, je ne sais pas c'est quoi l'hôpital le plus proche ici. Mais bon, en tout cas, l'hôpital qui est généralement Bichat, pas très loin. Il y a des Bichat qui a. Saint-Louis. En fait, c'est des endroits, par exemple, qui emploient le plus de mots en général, qui sont pourvoyeurs le plus d'emplois. Est-ce que combien de mains peuvent se lever pour dire quel est le nom du délégué syndical de l'hôpital Bichat, CGT? Ouais, ou même là, c'est carrément plus tard, c'est carrément la PHP, hein, les hôpitaux de Paris. Oui. Ouais. En fait, c'est que c'est des gens qui tu veux dire quoi, qu'ils sont pas connus malgré leur action et qu'il faut mettre en avant. C'est des mandats. Enfin, c'est des gens qui sont les porte-parole de milliers de personnes. Et en fait, donc imaginez à Paris, c'est déjà le cas comme ça, mais à Calais. La responsable syndicale, donc Séverine, le responsable syndical de l'hôpital de Calais, mais tout le monde s'en fout d'elle, alors qu'elle est la porte-parole de plus d'1 millier de personnes. Et nous, du coup, ce qu'on prenait comme biais pour changer un peu le récit, justement, c'est de se dire, en fait, cette personne-là, elle a un mandat qui est aussi légitime que n'importe qui à prendre la parole. Que n'importe quel élu. Que la maire, etc. Et du coup, c'est de lui donner du temps de parole, de lui donner, d'aller chercher à chaque fois des interviews, et que ce soit elle, que ce soit au port, que ce soit dans les militants associatifs, les militants associatifs qui sont carrément criminalisés chez nous parce qu'on est complice d'aider les passeurs. Ça, en fait, cette question-là, elle est compliquée parce que chez nous, elle n'est pas résolue du tout. Est-ce qu'il faut criminaliser les passeurs ou il faut un peu porter plainte contre l'État pour non-assistance à personne en danger? Parce qu'en fait, les passeurs, c'est une mafia qui se crée en l'absence de structure d'accueil. En fait, c'est très, très difficile de dire le problème, c'est les passeurs. Parce qu'en fait, le problème, il vient d'un État qui favorise la création de passages. Là, on en est arrivé à des moments où les gens... Ok, ouais. D'accord. Bon. Donc des réseaux, oui, je leur dis au micro comme ça, vous parliez des passeurs en Méditerranée principalement. Okay. Voilà. Permettez-moi de parler de mon coin, du coup. Peut-être une question, Marine, toi, je finis avec toi sur ce débat. Ton objectif, forcément, c'est de traduire tout cela dans les urnes, derrière ta candidature, ou en tout cas pour une candidature de gauche, on verra. C'est l'idée. Comment ces mobilisations, ces luttes, même des fois petites, là, par leurs ampleurs, ça peut se traduire dans une campagne municipale ou présidentielle? Est-ce que ça peut avoir une influence? J'ai l'impression qu'il y a une frustration. Je ne sais pas si vous me dites faites des grands gestes, si je dis une bêtise, mais j'ai l'impression que vous êtes frustré par ce truc-là. Et comment on casse la frustration parce qu'on est dans l'action? Je vais répondre à sa question, parce que sinon elle me reprochera vraiment de ne pas y avoir répondu à juste titre, puisqu'il y avait une troisième partie sur les actions locales. On est rentré dedans. Moi, j'ai testé plein de trucs. Je suis à ma 12e année de mandat d'opposition à Hénin-Beaumont et j'avais milité 6 ans avant dans un territoire qui n'était pas encore dirigé par le RN, quel est le devenir. J'ai la sensation d'avoir testé plein de trucs, les porte-à-porte, du matin au soir, les marchés, tout ce qu'on pouvait faire. On a fait. J'avais même créé le journal des Verts d'Hénin-Beaumont. Donc on faisait 4 pages dans les boîtes aux lettres des gens pour contrecarrer un peu le discours du journal du maire. Moi, mon maire, il a un journal de 30 pages tous les mois qui me diffame la gueule. Donc ça fait le 120e numéro, c'est simple. Donc une fois j'ai bousculé une personne âgée, l'autre fois j'ai un parachute doré, la fois d'après j'habite à Paris, je veux pas le dire. Ma voisine un jour m'a dit Madame Tondelier, vous êtes revenue habiter là? Je dis je suis votre voisine. Elle me dit non mais j'ai lu, mais c'est le journal du maire. Elle me dit oui mais c'était écrit. Je dis oui mais je suis votre voisine. Elle dit ouais ça me paraissait bizarre mais c'était écrit vous habitiez plus là. Je dis mais c'est n'importe quoi quand même, c'est la post-réalité, tu le vis, tu vois. Et donc pourquoi je te parle
j'ai parlé aussi un peu beaucoup du national, c'est que moi je veux le dire fortement à tous les gens peut-être qui nous regardent en formation, qui sont dans les territoires que j'appelle les territoires d'adversité. En fait, c'est pas de votre faute. Et c'est évidemment que Terre de lutte, ce que vous faites, c'est important. Il y en a plein il faut structurer la lutte localement, c'est vital. Mais on peut pas, et vous ne le faites pas d'ailleurs, mais il faut pas faire croire aux gens que c'est la responsabilité individuelle des gens qui habitent là et qui ont échoué dans leur militantisme. Les appareils politiques peut-être, des mecs véreux comme mon ancien maire, sûrement. Moi, quand je me suis engagée, mon maire, il était en prison depuis... Enfin, il est devenu maire en 2001, j'étais au lycée. Et ben, toute ma vie politique, on m'a dit « Ah, la gauche, vous êtes des voleurs ». J'avais rien à voir avec le gars. J'ai jamais voté pour lui, j'ai jamais croisé dans ma vie, tu vois. Et ben, c'était « Vous êtes des voleurs, tous comme les socialistes ». Ben, qu'est-ce que tu fais après ? C'est compliqué. Je faisais du porte-à-porte en 2015, parce que c'était les départementales, si je me rappelle. Moi, j'ai fait des élections législatives entre Le Pen et Mélenchon en 2012. Je fais, ma première élection, je fais 1%, hein. La dernière, j'ai fait 36. Bon, tu vois, mais c'est voix après voix, c'est épuisant. Et en fait, tu fais du porte-à-porte. Et donc, tu as quoi ? Maximum dans ce journée 40 portes qui s'ouvrent, dont peut-être 3 qui votaient déjà pour toi, le reste pas du tout, et dont une très bonne partie qui ne changera jamais d'avis. Et les conversations, c'est long. Tu prends argument par argument, 45 minutes. Et puis après, tu fermes la porte, et puis les gens, ils allument la télé. Et en fait, il y a des gens qui rentrent dans le salon des gens tous les jours sans faire de porte-à-porte. C'est ceux qui passent à la télé. Moi, c'est pour ça qu'à un moment, je me suis engagée au niveau national. J'ai vu la limite de mon action locale. Ce qui ne retire rien au fait que je continue à... C'était une frustration ? Genre, non, mais c'est juste frustré, que... tu t'es dit, je passe à un autre niveau ? Non, mais je me suis dit, en fait, on n'a pas prise. Quand je vous dis, on te claque la porte en disant, la retraite des veuves des mineurs, c'est la gauche et tout, bah ouais, c'est vrai. Donc du coup, j'ai pris la décision de m'engager au niveau national, alors que ma députée, c'est Marine Le Pen, que je serai sans doute jamais députée, etc. Et c'est pas grave, je fais ce que je peux. Mais en soutien du militantisme local, parce que moi, il y a beaucoup de, tu vois, pendant le NFP, les gens, ils me disaient, merci, continuez à dire à la télé, nous, nos passages, on les envoie à notre famille. Moi, il y a des gens qui m'ont dit, votre livre, j'ai écrit Nouvelles du Front aussi pour témoigner de ça. Moi, il y a des gens, pendant les élections, c'était en 2017, j'avais sorti jusqu'avant la présidentielle, il y a une maman qui m'a dit, moi, ma fille, elle voulait voter RN, grâce à votre livre, elle l'a pas fait. Alors du coup, j'ai acheté à ma cousine, à ma nièce, les filles au travail. En fait, on fait comme on peut. Toi, tu fais un média, moi, j'ai fait un livre, toi, tu fais le documentaire, on fait Terre de lutte. Voilà, donc chacun fait ce qu'il peut, mais ça ne suffira pas, le truc local ne suffira pas. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que quand je vous parle de solitude, d'enfance, de territoire méprisé, c'est que vraiment, le fond, c'est important, et 2, en fait, c'est pas juste avec... Enfin, c'est pas il faut plus de gens pour distribuer des tracts. C'est qu'est-ce qu'on écrit dessus ? Est-ce qu'on est capable de donner des solutions aux gens, de les faire rêver, de dire, eux, ils ont une solution pour moi. Et ça, tu vois, je pense que c'est compliqué aussi, ça manque. Donc, en termes de méthode, on doit se réarmer en fait de manière doctrinale, ce qui aujourd'hui est pas tout le temps fait, ou alors en ordre dispersé en se tapant sur la gueule. Il faut aussi qu'on ait, ça c'est ma veste verte qui parle, un respect pour la biodiversité. En fait, à gauche, on perd beaucoup d'énergie à dire mais lui il est trop communiste, lui il est insoumis, lui il est socialiste. Mais en fait, tous les écologistes savent que les écosystèmes ne sont riches que quand ils sont divers. Et en fait, moi, à Hénin-Beaumont, l'électorat, il est très divers aussi. Il y a des gens au début, tu t'es mis avec les communistes, je peux pas les blairer. Tu t'es mis... oui, mais en fait, il y a des gens, ils votent que communistes, c'est comme ça fait 50 ans, et après leur mort, leurs enfants votent trop communistes. Et puis il y a des gens, ils votent pour Jean-Luc. Il y en a qui votent socialistes. T'es obligé de mettre une limite à cette biodiversité quand même. Tu vois, là, mais là, on se fait insulter de macrono-islamo-gauchiste. Il y a un mec qui était chez Jeunes avec Macron en 2017, il a décidé de rejoindre la liste de Inès Taorit, qui est racisée, c'est très courageux pour elle d'être tête de liste. Et moi, je lui ai proposé d'être présidente de groupe le lendemain de notre élection en 2020 en disant, vas-y Inès, c'est ton tour, je suis à fond avec toi, t'as 6 ans pour préparer. Donc on fait ce travail. Là, il y a un article qui sort qui dit la grise en parlant d'elle. Enfin, c'est quand même trash. Faut avoir le cran d'aller se présenter dans des villes comme ça. Et il y a un mec qui était macroniste en 2017 qui dit qu'il veut la soutenir. Elle va pas dire non, dégage. Il y a qu'une liste à part le RN. Donc tu vois, c'est pour... Enfin voilà, la biodiversité, c'est important en restant ferme, évidemment, sur les valeurs et sur ce qu'on propose, parce que le macronisme a une responsabilité immense dans ce qui se passe. C'est pour ça que je parle de l'engagement au niveau national. En ce moment, ce qui se passe sur le budget, tu voudrais livrer un pays aux mains du Rassemblement national, tu ne t'y prendrais pas autrement. Allez, les gens RSA, on vous supprime la prise de Noël. Les gens qui sont en emploi d'insertion, qui sont en RSA, chômage longue durée, on supprime votre emploi. C'est pas juste des emplois qui ne seront pas créés, hein. C'est des gens à qui on va dire, tu étais là pour 15 mois, au bout de 6 mois, ciao. On supprime les radios associatives. Avec là, le fonds qui allait supprimer, il y a une radio associative sur 2 dans ce pays qui allait disparaître. Donc en fait, on est obligé de combattre sur le fond au niveau national, parce que c'est ces politiques-là qui créent à la fin. Évidemment que c'est défensif, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ? On est rendu là, on a gagné l'élection, il a remis des premiers ministres de droite, et il n'y en aura pas tout de suite. Donc, ou alors, peut-être on verra. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que moi, mon slogan que j'ai adopté, c'est « Tenez bon, nous arrivons ».
quand ils disent tenez bon, on arrive là, les fachos, moi j'ai grandi autour de ces affiches, donc ça m'a peut-être un peu. C'est comme 1 mars et ça repart, toi, c'est des slogans avec lesquels j'ai grandi. Mais en fait, tenez bon, nous arrivons, à la base, c'est les résistants. C'est le général Leclerc qui écrit ça à la préfecture de police de Paris, aux forces françaises de l'intérieur, qui dit le général vous fait dire tenez bon, nous arrivons. Et pourquoi je prends ce slogan, c'est qu'il y a un effet moral des troupes. Tenez bon, nous arrivons, il y a tenez bon, ça on a compris. Les gens me répondent tenez le coup, on a besoin de vous. Mais c'est tenez bon et c'est nous arrivons, parce qu'en fait, c'est le syndrome, j'appelle ça de la barre fixe. Tu accroches quelqu'un à une barre fixe, tu dis bon bah tu vas devoir tenir 3 semaines. Le mec il lâche direct, il sait qu'il tiendra pas. Si tu dis tu dois encore tenir 2 minutes, après c'est bon. Ok. Et moi tous les rendez-vous que je fais de gens dans l'ESS, dans les assos, dans l'humanitaire, les assos en France ou même les assos environnementales, elles licencient 1/3 des effectifs en ce moment. C'est ça qui se passe. Et donc tu leur dis. Tu leur dis pas dans 25 ans vers lui, tu dis tenez bon, nous arrivons là en 2027, on peut le faire. Donc ça, c'est cet horizon de victoire. On est quand même dans un truc de loose en ce moment à gauche. Hein. Et d'ailleurs, ce qui entretient, tu vois là, moi à chaque fois que j'ai dans la salle de gauche, je me fais engueuler. Je m'en fous, hein, j'aime la gauche, je suis de gauche, pas de problème. Mais je vois même dans les médias de gauche. D'ailleurs, j'ai fait un débat sur un média concurrent, c'était un plateau que de gauche, des élus, des citoyens. Tout le monde a passé le temps à s'embrouiller. Et le journaliste, il disait vous êtes tous nuls. Et enfin, j'ai fait écoutez, moi j'ai regardé une fois CNews, ils étaient tous fachos. Je ne les ai pas entendus s'engueuler entre eux. Hein. Ils étaient que sur nous. Donc en fait, quand les gens de droite, ils nous tapent dessus et les gens de gauche, ils se tapent entre eux. Donc en fait, on se prend des baffes tout le temps. Tu vois, à un moment, c'est aussi compliqué. Donc efficacité énergétique, biodiversité, et puis se concentrer sur les vrais sujets. Et moi, ce que j'ai fait aussi dans le moral des troupes, j'ai créé un groupe qui s'appelait Militer dans l'adversité. C'était tous les militants des Verts qui étaient élus dans des endroits horribles, Boulogne-Billancourt. Et on se faisait des soirées où on se racontait nos pires trucs. Nos pires remarques sur le marché, nos pires trucs de conseils municipaux. Et on apprenait à en rire. Ça paraît bête, d'ailleurs vous venez de rigoler un petit peu, mais tu vois, on faisait des cours avec une sophrologue, genre airbag anti-stress. Comment t'es en conseil municipal, le mec il t'insulte 6 heures, tu continues de sourire. Ça l'énerve beaucoup plus. Moi, pourquoi j'ai développé l'humour ? Ça déstabilisait beaucoup plus mon maire que tout argumentaire politique que je pouvais lui servir, que j'avais appris par cœur. Il criait, je criais. Il disait que j'étais hystérique, je disais qu'il était sexy, il disait oui, il coupait le micro. Bah, après, quand je faisais une blague, là, il disait, tu vois, il savait plus quoi répondre. Donc je pense aussi qu'on doit aller sur d'autres trucs. Il y a argument contre argument, évidemment. Mais pour aller reconquérir les gens, c'est pas juste ça qui va suffire. Il y a une question d'état d'esprit. Et en tout cas, arrêtons de dire que c'est foutu, qu'on est foutu. C'est hyper dur. Mais on doit remettre un truc de win et laisser penser aux gens que nous-mêmes, on a l'impression qu'on va gagner. Sinon, si nous-mêmes on croit qu'on va perdre, nos électeurs ils iront faire autre chose. Ouais, j'espère qu'on a proposé pas mal d'idées un peu différentes, de possibilités d'engagement. J'en donne quelques-uns là si on peut les afficher. Il y a des partenaires au projet des batailles municipales et on va terminer là-dessus. Plein de collectifs, Comité d'action progressiste, Destin lié, la Ferrarock bien sûr, les Francas qui a un truc d'éducation au mouvement. N'hésitez pas à pousser les portes de ces mouvements, ils vous attendent aussi. C'est vraiment, il n'y a pas besoin d'être déjà spécialiste, d'être sentir prêt à se faire 6 heures avec Steve Briouat en conseil municipal pour se jeter. J'ai l'impression que des fois on se dit merde, il faut que je sois vraiment hyper solide pour y aller. Il y a plein d'assauts qui se mobilisent partout en France et nous on en a quelques-unes qui sont partenaires de ce projet et vraiment n'hésitez pas à aller les voir, que ce soit le mouvement, plein de choses, etc. Bien sûr celles qui vous correspondent, hein, bien sûr c'est la question. On va s'arrêter là-dessus, j'espère qu'on a répondu un peu sur la fin à cette question de la chose. Merci à vous d'avoir été hyper attentif, hyper intéressant. Dans le chat là c'est parti en grosse discussion sur plein de choses et notamment une des phrases qui est forte, c'est le public pose de super questions. Donc merci à vous de faire le boulot. Top. C'est vraiment top. Donc trop bien. Je salue Marine Tondelier, secrétaire nationale des écologistes. Je précise que tu as publié un livre autre que Nouvelles du Front, qui est là, qui va apparaître, qui s'appelle Demain tout va bien. Voilà. Voilà, demain tout va bien. N'hésitez pas, dans quelques instants, on pourra en discuter avec toi et tu pourras en dédicacer pour celles et ceux qui le veulent. Un livre qui n'est pas un programme, c'est marqué en premier. c'est pas mal. Pierre Muis, merci beaucoup. Directeur de publication donc de Calais la sociale, merci, ouais, je pense qu'il mérite. C'est beaucoup de temps et notamment du temps bénévole. Ayez ça en tête. Ça prend énormément de temps et après il faut bosser derrière et c'est pas facile. Louise, merci à toi. Le 9 février à Douai, on se retrouve. Donc ouais, le 9 février 18h30 à Douai. Voilà. Et on prévoit de faire pas mal de projections, surtout dans la région. Et je tiens à préciser que si jamais vous voulez diffuser ce film autour de vous, organisez des projections par chez vous, parce que l'idée c'est que ce soit diffusé, que ce soit vraiment un outil de discussion. En fait, directement sur le site de Calais la sociale, il y a adresse mail, contact et tout. Donc, n'hésitez vraiment pas. Le but, c'est que ce film soit vu et diffusé et qu'en fait, ça soit un vrai moment de discussion pour essayer de comprendre à la fois comment on peut combattre l'extrême droite et à quel point comment la culture est un
peut être un vrai outil dans l'antifascisme. Voilà, un film co-réalisé, je le rappelle, avec Aurore Apio-Froissart qui apparaît notamment dans le film et on tenait à la saluer. Enfin, je salue Joël. Merci Joël d'avoir été là pour ce collectif Terre de Lutte. Voilà. Donc Terre de Lutte, on peut vous contacter aussi assez rapidement via le site ou via plein de moyens. Oui, il y a le site, il y a pas mal de... sur le site, il y a tous les contacts pour s'inscrire. Par exemple. Vous savez, il y a ces webinaires qu'on a parlé, il y a une carte qui a été faite avec Reporter. La carte. Et ces webinaires qui permettent un peu de savoir, notamment sur des questions alimentaires. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi ça. Ça continue, merci. N'hésitez pas, je vous rappelle ceci, en un mot, je vous rappelle quand même ceci grâce à vous, cette campagne de dons bien sûr qu'on a pu mener grâce à vous, ça continue toute l'année, n'hésitez pas à en parler autour de vous, c'était super. Le prochain rendez-vous c'est le 2 février avec le collectif Terre de Lutte, on fera un bilan général de pas mal de collectifs, on va essayer d'avoir d'autres collectifs pour voir un peu des exemples, madame voulait ça, on va essayer de donner vraiment des exemples concrets, voilà, nous on fait ça ici, nous on fait ça là, et peut-être ça vous inspirera et on l'espère, et bien nous on continue, et voilà, ça a été un plaisir d'être avec vous, merci de suivre Street Press, soutenez Street Press, et c'est un plaisir. Tiens, je termine par une dernière phrase parce que ça me fait plaisir. La bataille culturelle, c'est un concept d'Antonio Gramsci, au départ un philosophe et militant italien. Il disait que je hais les indifférents, que vivre c'est prendre parti. Donc voilà, à vous de jouer. Prenez parti, soutenez Street Press, soutenez toutes ces associations. Et merci d'avoir été là. En étant là, vous prenez déjà parti. Merci beaucoup.